Bonjour à tous, tout le monde est bien installé, tout le monde est bien réveillé. Bienvenue dans cet atelier qui concerne les équipes de soins primaires et qui permettra d'aborder l'exercice pluriprofessionnel. Donc, je suis accompagnée d'Aline, qui est infirmière libérale, et je vais commencer tout de suite par lui dire merci d'être venue pour participer à cet atelier avec moi. Nous avons invité également 3 témoins, le docteur Sophie Augros, le docteur Yannick Ruel et le docteur Jacques-Olivier Dauberton. On reviendra un petit peu après sur leur parcours, mais ils vont nous permettre de donner un peu de concret à cet atelier. Alors, pour commencer, je vais vous présenter les articles de loi. Alors, donc, les équipes de soins primaires ont été créées en janvier 2016, le 26 janvier 2016. Puis, les ARS ont reçu une instruction en date du 2 décembre. Alors, cette instruction, elle concernait les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé. C'est un peu théorique. Ah oui. Ça va être long. Bon. Je sais pas parce que tout le monde est un peu fatigué. Excuse-moi. Je te laisse commencer alors. Donc je me présente, je suis Aline, infirmière libérale sur le secteur de Bergues. Alors pour bien vous situer, nous sommes là. Voilà, à l'extrême nord. Un peu pas plus au nord, voilà. 10 km en dessous de Dunkerque. Donc je suis infirmière libérale, j'ai été remplaçante à partir de 2008. En 2010, je me suis installée avec une collègue, donc nous sommes 2 et nous travaillons chacune une semaine sur 2. Donc en fait, moi je viens de l'hôpital et j'ai travaillé beaucoup en soins palliatifs et en oncologie, et c'est un secteur où en fait on travaille beaucoup en équipe pluriprofessionnelle. Et c'est vrai que dans le libéral, d'un seul coup, on se retrouve seul ou avec sa collègue, et c'est compliqué de se retrouver, de fédérer un peu les gens. Donc dès que je me suis installée, j'ai tout de suite eu l'envie de créer quelque chose, de rassembler au moins les infirmières, et puis après de travailler en structure. C'est un peu difficile. Donc après les structures, il faut... Quand on est paramédical, on ne peut pas en créer toute seule. Et donc c'est vrai que là, je m'essoufflais, je perdais un peu de motivation. Et grâce à l'URPS, j'ai appris que Elodie s'installait sur le secteur. Et donc nous sommes rentrés en contact. Donc moi j'avais déjà remplacé 5 ans dans ce même secteur. Je ne connaissais pas du tout Aline il y a encore 2 mois. Et donc 2 semaines après mon installation, elle est venue au cabinet. On s'est rencontrés pour la première fois. On a pris un café et on a décidé de discuter un petit peu, parce que le territoire où on exerce, il y a une très bonne entente entre les professionnels. Tout le monde est très confraternel, tout le monde s'entend très bien. Mais il n'y a aucune ébauche de travail pluriprofessionnel et aucune ébauche d'exercice coordonné. Donc en discutant autour de ce café, on s'est rendu compte qu'on avait des objectifs communs. Donc on voulait améliorer nos conditions de travail tout en équilibrant notre vie professionnelle et notre vie personnelle. On veut aussi gagner en temps, ne pas refaire ce qui a déjà été fait, parce que parfois, sans communiquer, le médecin fait quelque chose, l'infirmière refait, on perd du temps. On veut aussi gagner en sécurité, parce qu'en communiquant, en s'échangeant les informations, forcément, ça va sécuriser tout ce qu'on va faire. Et diminuer notre isolement face à des situations difficiles, ne pas rester seul, pouvoir savoir qui on peut appeler et trouver des solutions ensemble. Et surtout, on a une approche complémentaire, on a des visions différentes, ce qui fait que on se complète. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes réveillés pour l'exercice coordonné? On va vous demander de participer un petit peu. Alors en fait, toutes les phases de cet atelier vont se dérouler de la même façon. On va raconter un peu notre réflexion. On va vous soumettre une affirmation pour laquelle on vous demandera, alors si vous êtes favorable, peu favorable, motivé ou non, enfin voilà, il y a plusieurs, c'est pas oui, non, mais en tout cas si c'est quelque chose qui vous donne envie dans votre pratique, et donc vous demandera de voter à l'aide des cartons que Marie est en train de distribuer. Suite à votre intervention, nos témoins vont pouvoir nous donner du concret et expliquer vraiment leur pratique, alors sous différents angles. Le docteur Sophie Augros, qui travaille en maison de santé, le docteur Yannick Ruel, qui travaille en centre de santé,
et le docteur Jacques-Olivier Dauberton qui travaille en projet d'équipe de soins primaires, en équipe de soins primaires en tout cas. Et donc le fil rouge restera ce sujet des équipes de soins primaires. Alors nous sommes chacun dans notre cabinet. Donc la première question qu'on se pose, c'est faut-il un lieu unique pour travailler en exercice coordonné? On commence doucement. Donc si les personnes qui ont déjà un petit carton pouvaient voter déjà... Ok. Il y a des oui, il y a des non. Oui, j'ai pas précisé cette notion, mais je pensais que ça... Ah, bon. Ok, merci Marie. Alors, Sophie, est-ce que tu peux nous parler de ton lieu d'exercice? Bonjour à tous. Alors, moi j'exerce donc à M-la-Plagne en Savoie, dans une maison de santé avec des murs communs et sans des murs communs. Des maisons de santé dans les murs et hors les murs. En fait, on avait besoin de se regrouper certains professionnels de santé dans une même maison de santé, dans les mêmes murs, parce qu'on avait besoin de mettre nos cabinets aux normes d'accessibilité pour tous. Et on voulait travailler juste l'un à côté de l'autre. Donc il y a une partie des professionnels qui s'est regroupée dans la maison de santé. Mais il y en a quand même une équipe qui est restée dans leur cabinet, par volonté personnelle de continuer à être dans son cabinet qu'ils avaient acheté, ou parce qu'on a aussi des cabinets dans les petits villages à côté, et ça, c'était hors de question qu'on les délocalise. Donc du coup, on ne parle plus vraiment de maison et pôle de santé? Alors, le pôle de santé, c'est un mot qui a existé au début de la création des maisons de santé, qui est un peu fourre-tout. On voulait y mettre des maisons de santé où les gens n'étaient pas forcément dans les mêmes murs, mais aussi des gros regroupements de professionnels dans une ville qui comptait plus de 40 cabinets différents. Donc, pôle de santé, ça ne parle pas beaucoup. Donc maintenant, quand ça correspond à une équipe qui correspond à un bassin de vie, on parle de maison de santé dans les murs ou hors les murs. Ok, d'accord. Yannick, est-ce que tu peux nous Bonjour à parler de tous. ton lieu d'exercice? Donc mon lieu d'exercice, il se trouve à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Pantin, c'est une ville de 54 000 habitants. Et donc dans cette ville, nous sommes 3 centres de santé. Donc on est à la fois un lieu unique puisqu'il y a un exercice coordonné au sein de chaque centre de santé, mais il y a aussi un exercice coordonné multisite entre les 3 centres de santé. Et puis on a un projet là, de coordination avec les libéraux qui seront donc hors les murs aussi. Donc on a à la fois un exercice coordonné dans les murs et en dehors des murs. D'accord, Voilà. avec la petite particularité du centre de santé qui est donc un milieu salarié. Il y a plein de particularités, mais on aura l'occasion. D'y revenir. Tu m'as dit de répondre à la question Oui, précisément, mais donc celle-ci, je réponds à la elle question peut être abordée précisément. maintenant. Voilà, donc lieu unique et lieu multiple en fait. Jacques-Olivier, est-ce que tu peux nous parler de ton lieu d'exercice? Alors mon lieu d'exercice actuel, c'est pas exactement celui-là, mais en fait Retour en arrière un petit peu. Retour en arrière, voilà. En fait, moi je travaille effectivement je travaille toujours, même si je suis installé, toujours en fait dans un lieu qui est à la fois unique, puisqu'en fait le projet initial lors de mon installation était censé être une maison de santé. Mais en fait, souvent sur la maison de santé, on définit 2 médecins généralistes présents sur le même lieu, ce qui n'a pas été mon cas, parce que j'étais le seul médecin généraliste installé, mais avec plein de professionnels de santé différents. On était au départ 5 infirmières, puis par la suite, en fait, qui se sont installées avec nous dans les mêmes murs, mais en fait, finalement, on a réuni les 10 infirmières, en tout cas, du bassin de vie. Donc je travaille dans un petit village qui s'appelle Saint-Rémy-en-Bouzemont de 400 âmes, en pleine campagne, avec pas mal d'écarts dans la population. C'est-à-dire, par exemple, les visites peuvent aller jusqu'à 20 km, en tout cas du lieu où j'exerce. Et du coup, en fait, l'exercice qu'on a fait est vraiment multisite, puisque du coup, on réunit en fait des infirmières de différents villages, les pharmaciens aussi, les kinés et une orthophoniste. Voilà. Donc on n'a pas forcément de lieu unique, on est plutôt en lieu multiple. Et dans le cadre de l'équipe de soins primaires, justement, l'idée en fait, c'est il n'y a qu'un médecin et on exerce une coordination ensemble. Et c'est l'idée qui nous a poussé à travailler tous ensemble, c'est juste d'écrire sur un papier des actions de coordination. Donc effectivement, on décrit une équipe de soins primaires de la façon suivante, professionnels regroupés ou non sur un même site, avec une forme qui peut être à minima, la transmission organisée d'informations, la coopération et la cohérence d'intervention auprès des patients. Donc nous avons décidé de réfléchir à l'exercice coordonné
sur notre secteur. Donc là, vous avez répondu, faut-il être au moins 2 médecins pour travailler en exercice coordonné? Est-ce que vous avez suivi? Bon, ça va, vous êtes bien réveillés. Donc effectivement, Jacques-Olivier, tu ne répondras pas à cette question, mais on va passer la parole à Sophie, qui va nous préciser le nombre de professionnels. Alors, nous, sur le projet de santé, on est je crois maintenant 25 professionnels. Alors, grosso modo, j'ai une caution morale qui me dit oui. Dans la maison de santé, on n'est que 9, en fait, professionnels de santé, avec des vacations extérieures, mais sur le projet global, finalement, on est une vingtaine de professionnels. Et il y a 4 médecins dans la maison de santé. 3 dans la même mur et 1 qui est en station. Alors nous, la ville est plus grande, donc on est 70 professionnels de santé. Dans mon centre de santé à moi, on est une quinzaine de professionnels entre médecins généralistes, infirmières, infirmières azalées, conseillères conjugales, puisqu'on est aussi centre de planification. Mais au total, sur l'ensemble des 3 centres, ça représente environ 70 professionnels de santé. Alors moi, j'ai inclus dans les professionnels de santé les administratifs, les agents d'accueil, parce que pour nous, ils font aussi partie de notre effectif et des professions de santé, quoi. Et dans ton centre de santé, combien de médecins? Sur l'ensemble des 3 centres de santé, Oui. 15 médecins généralistes, et puis des vacations de médecins, une quinzaine de médecins spécialistes d'organes qui interviennent sous forme de vacations, qui vont d'une demi-journée à 2-3 jours par semaine. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une infirmière azalée? Vous pouvez... Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer? Donc Azalée, c'est un dispositif national, en fait. Donc il me semble qu'il y a à peu près 300 infirmières sur l'ensemble du territoire. 500. Il y en a une à côté. Voilà, donc, et donc c'est un protocole de coopération interprofessionnelle où en fait l'infirmière va réaliser un certain nombre de tâches dans le domaine de l'éducation thérapeutique du patient, dans le domaine du dépistage des cancers. En fait, il y a plusieurs modules, pardon. Et en fait, on choisit un des modules. Donc, chez nous, elle travaille surtout sur l'éducation thérapeutique du patient, la spirométrie et le sevrage tabagique. Et donc, en fait, elle n'est pas rémunérée par la structure, elle est rémunérée par Azalée, et elle peut exercer, que ce soit dans une structure libérale ou une structure salariée comme la nôtre. Ok. Donc, nous étions 2, Aline et moi, une infirmière, un médecin, dans des lieux différents. Et puis... Oui, excusez-moi, mais bon, ça, je pense que tout le monde avait compris. Nous sommes dit, au fond, on a chacun notre numéro de téléphone. Maintenant, on se connaît. De l'exercice coordonné, on va savoir le faire. Hein. On le fait déjà spontanément, tout le monde le fait. On ne va pas s'embêter à écrire un projet. Est-ce que c'est quelque chose que vous validez ou que vous ne validez pas? C'est pour ça que vous êtes venus à l'atelier. Est-ce que, je vais demander à nos témoins, les arguments que vous avez pour nous convaincre de... Je pense que c'est fondamental en fait d'écrire un projet pour une raison simple, c'est que globalement en fait, moi j'ai découvert que je connaissais pas du tout les autres professionnels de santé avec qui je travaillais, et que écrire un projet a permis en fait juste de savoir exactement ce que l'autre faisait et gagner du temps. Je vais prendre un exemple qui est tout bête, mais en fait on peut tous le concevoir. Au niveau des plaies, suivies hors plaies infectées, en fait honnêtement, je me suis rendu compte déjà que le médecin ne servait à rien, et qu'en fait son rôle était juste de prescrire du sérum Phi que les infirmières ne pouvaient pas prescrire. Mais que globalement en fait dans le suivi des plaies ou l'accompagnement, la place de l'infirmière est plus importante. Donc en fait j'ai découvert des métiers des autres professionnels de santé qu'on n'apprend pas dans notre formation. Et juste écrire un projet a permis en fait d'une part de clarifier les choses et les liens entre les professionnels de santé sur le territoire, et surtout ça a permis en fait d'avoir un discours commun auprès des professionnels de santé autres et aussi auprès des patients, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple lorsqu'on a un projet écrit et coordonné de pouvoir leur expliquer comment on fonctionne, et en fait on a gagné du temps. Et c'est pas si simple que ça en fait d'écrire ce projet. Tu l'as dit, en fait on pense que comme on a le numéro de téléphone, on travaille déjà en exercice coordonné et que tout va bien.
Et c'est quand même passé un cap, c'est-à-dire que c'est accepter qu'on est une équipe et pas forcément en fait des gens chacun dans leur cabinet. Donc moi je pense que c'est assez fondamental et surtout en tant que jeune médecin ça m'a rassuré en fait au moment d'installation, c'est-à-dire que je savais en fait dans quel environnement j'étais, surtout on travaille avec l'hôpital de Vitry-le-François et ça m'a permis en fait de pouvoir vraiment être rassuré et de savoir que mes patients étaient bien pris en charge dans leur globalité sur tout leur parcours. Yannick, est-ce que tu as un argument pour nous convaincre de travailler en exercice coordonné? Oui, alors pour les centres de santé, de toute façon c'est une obligation puisqu'on doit déposer un projet de santé pour pouvoir être agréé en fait, centre de santé. Alors le projet de santé, c'est pas moi qui l'ai écrit puisque mon centre il date de 1931, donc le projet de santé il est ancien. Et quel a été du coup ton argument pour rejoindre ce genre Alors la première chose c'est que quand on recrute un professionnel de santé au sein du centre de santé, la première chose c'est de lui présenter le projet qui est en cours. Plus que le fait d'écrire le projet de santé, moi ce que je veux dire c'est que, je rejoins les arguments de Jacques Olivier, mais c'est surtout de le faire vivre. C'est-à-dire que c'est pas un truc figé, c'est un truc auquel on se réfère quand il y a des petites dissensions, on revient au projet de santé, on dit qu'est-ce qu'on a décidé ensemble, est-ce que c'est toujours valable, est-ce qu'il faut le modifier, et donc vraiment c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, et depuis 1931 il a évolué beaucoup le projet de santé. Sophie, ton argument? Alors, nous, on a rédigé le projet de santé en 2012. C'était au moment où je passais ma thèse. Donc, en fait, j'étais déjà en mode monomaniaque d'écriture de trucs. Alors, je vais continuer sur l'écriture d'un projet de santé. Mais surtout, on avait un guide donné par l'ARS à remplir avec des cases à remplir. Et en fait, ce guide nous a permis de nous poser les questions au bon moment. On verra, il faut se poser la question de pourquoi faire ça, avec qui le faire, et comment le faire. Et ces questions-là qu'on s'est posées au fur et à mesure des différentes réunions qu'on a fait de notre asso au début, ça nous a permis, en effet, comme disait Jacques Olivier, d'apprendre à nous connaître, mais pas seulement de connaître le prénom et le numéro de téléphone de la personne, mais aussi de savoir ce qu'elle fait comme compétence, quel kiné s'occupe plus des enfants, quel kiné s'occupe plus, par exemple, de la maxillofaciale, ou chez moi, qui c'est qui fait un peu plus de rééducation traumatologique du sportif complètement défoncé. Toutes ces petites questions que ça a appris à connaître les autres professionnels de santé pour pouvoir mieux travailler ensemble. C'est vrai que ça pose des questions aussi sur le temps que ça prend, et pour le coup, on a été aidé par notre déléguée départementale de l'ARS qui a un peu fait une sorte de directrice de thèse de notre projet de santé, où elle a relu ensemble, elle a relu le document, elle nous a reposé les questions, elle nous a dit tenez, ça il faut aller un peu plus loin, ça, là vous en avez trop mis, on voit que vous rédigez votre thèse, bref, etc. Okay. Et surtout, le projet de santé, en fait, on le reprend chaque année en assemblée générale pour déterminer quelles ont été les actions qu'on a fait dans l'année et qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc chaque année, il faut te remotiver, te redonner des arguments de continuer. D'autant plus qu'on est, on est financé par les nouveaux modes de rémunération, et donc dans ce cas-là, on a un dossier à donner. Mais ça, je crois que on va faire de spoiler. Aline, je te laisse résumer nos arguments. Donc nos arguments, finalement c'est ça, l'exercice coordonné existe déjà, mais on veut harmoniser les soins, garantir la continuité de la prise en charge globale autour du patient. Surtout que moi je ne travaille pas le mercredi. Voilà, moi je travaille une semaine sur deux, donc à savoir à qui on s'adresse, quand. Réussir à bien tout planifier et suivre, dépasser les limites de la communication informelle. Nous on s'entend, mais il y a des gens avec qui on s'entend peut-être moins. Peut-être pas. Donc si c'est acté, après, comme vous disiez, on peut y revenir, voir pourquoi ça ne va pas, et puis repréciser ce qu'on avait choisi ensemble. Et puis aussi, regrouper les professionnels. Quand on se connaît, c'est aussi plus facile de dialoguer. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait prévenir tous les professionnels du secteur pour qu'ils rentrent dans notre équipe de soins primaires, ceux qui veulent bien sûr, on ne va pas les forcer, mais pour pas qu'il y ait de projets concurrents. Formaliser tout ce dont on a réfléchi pour avancer et améliorer, s'évaluer. Ça va nous permettre, en fait, si on formalise les choses, de pouvoir comparer, s'évaluer et puis forcément s'améliorer. Et le dernier point qu'on abordera un petit peu plus tard.
Donc on était très motivés, puis on s'est dit, mais tiens, si on trouvait quelque chose de tout fait, tout prêt, pour travailler en exercice coordonné. Est-ce que ça vous paraît pertinent ou non? On en voit à la sortie si vous voulez. Ok, donc effectivement, le sujet doit bien sûr être pertinent par rapport au diagnostic de territoire. Est-ce que, Sophie, tu peux nous préciser, donc tu as commencé à initier tout à l'heure la notion de diagnostic de territoire, ou en tout cas vous avez été supervisé par... Oui, c'est la première question, mais pourquoi faire un projet? C'est bien d'apprendre à se connaître et de travailler ensemble, mais c'est aussi pour les patients qu'on travaille. Donc il faut aussi nous connaître un peu quels sont les patients, quelles sont les pathologies qu'on rencontre, quels axes, quels projets il faut qu'on développe. Et c'est bien il faut mettre, oui, en effet, dans ma patientèle, j'ai ça, mais moi, j'allais m'installer là-bas, donc je connaissais même pas la patientèle. M-la-Plagne, j'y suis allée, c'est pour skier, quoi. Donc, les patients, c'est pas les mêmes à l'année. Donc, c'était avant tout de faire un diagnostic de territoire. C'est ça, c'est de savoir qui sont les patients qu'on va croiser tous les jours et quelles pathologies sont prédominantes. Et pour ça, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est la communauté de communes, plus exactement l'Assemblée des pays de Vanoise-Tarentaise, un super rassemblement de toutes les communes des deux vallées qui avait lancé ce projet, financé ce projet et qui avait fait ainsi le diagnostic de territoire des deux vallées. Donc on a juste récupéré les chiffres. Yannick, tu peux nous parler de ton diagnostic de territoire? J'ai pas grand-chose de plus à rajouter que ce qu'a dit Sophie. Nous, alors ça se fait à une échelle, on est quand même une ville, je l'ai dit, de 54 000 habitants, donc ça se fait à l'échelle de la commune. C'est fait... par la municipalité, le diagnostic de territoire, et la municipalité aussi gestionnaire de notre centre de santé. Donc, par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que le fait qu'on soit géré par la municipalité fait que notre centre de santé pourrait devenir un outil politique. Et les orientations qui pourraient être prises ne seraient pas forcément en lien avec la santé de nos concitoyens. Et donc du coup, le diagnostic de territoire est aussi un élément qui permet éventuellement, alors, ça n'est jamais arrivé depuis que je suis à Pantin, mais il y a d'autres endroits où revenir au diagnostic de territoire, ça a permis de négocier avec les gestionnaires de centres de santé pour réorienter le projet de santé, quoi. Jacques-Olivier, ton diagnostic de territoire, comment est-ce qu'il a été mené? Il a été mené, du coup, moi pareil, j'étais comme Sophie, en fait, je ne connaissais pas Saint-Rémy-en-Bouzemont pour plein de raisons. Parce que c'est un peu le trou du cul du monde, enfin c'est juste à côté. Mais du coup, en fait, oui, effectivement, c'est super important. Parce que du coup, ça a permis de savoir où est-ce qu'on mettait les pieds. Le diagnostic territoire a été fait donc, par la communauté de communes du pays Vitria qui l'a fait, mais aussi en lien avec les infirmières et l'ARS qui connaissaient le territoire. Et c'était fondamental parce que du coup, c'est vrai que c'est tout con, mais l'exercice de campagne, on a beaucoup de prérequis en disant que les gens ils vous accueillent avec un fusil et tout ça, ce qui m'est arrivé des fois, puisque j'étais un peu de couleur noire, mais ça se voit pas tout de suite. Du coup, accepter ce fait-là, c'est vraiment intéressant de savoir où on met les pieds et surtout dans l'évolution. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'un diagnostic de territoire et on voit ce qu'on peut faire et quels soins on peut mettre en place. Et moi, ce qui m'a toujours un peu fait bizarre, c'est au bout de 2 ans et demi d'installation, c'est savoir si la population que je soigne, puisqu'on essaye de faire chaque année une évolution, de voir le nombre de diabétiques, etc., c'est toujours la question qu'on se pose depuis qu'on est ensemble, c'est est-ce que je les soigne bien, au-delà du fait qu'ils m'apportent des œufs, d'agneau et tout ça, c'est savoir en fait finalement, est-ce que j'aide mon territoire et je l'améliore au niveau de la qualité des soins. Et c'est vrai que ça nous permet en fait de le suivre, donc nous on le fait tous les ans. On essaye régulièrement de faire un point sur la population, de voir où est-ce qu'ils sont, de comprendre un peu la répartition des personnes sur le territoire, de voir où est-ce qu'ils vont, pour en fait analyser finalement et adapter notre projet de soins
et la façon dont on va travailler. Oui, donc on peut répéter le diagnostic dans le temps. Nous, en fait, le diagnostic est arrivé avec la communauté des communes qui, devant l'arrivée d'un désert médical, comme dans beaucoup d'endroits en France, a initié une première réunion, il y a de ça 3-4 ans, et puis a relancé secondairement avec l'intervention de l'ARS, de l'URPS. Enfin, au final, je pense que ces 3 acteurs-là ont un peu permis de produire le projet. Et donc, on nous a apporté, à Aline et à moi, le projet tout fait. Voilà. Donc, Aline, je te laisse le présenter. Conclusion, Voilà. diagnostic de l'URPS des Hauts-de-France. Donc, sur l'état de santé de notre territoire et sur l'état de l'offre de soins. Donc en fait, ce qu'il en ressort, alors nous en fait on est sur le bassin enfin c'est la communauté de communes et nous plus particulièrement sur le bassin de Bergues, donc qui représente 8 communes avec 15 000 habitants. On a sur ce territoire une densité de médecins généralistes qui est inférieure à la densité régionale et nationale, ce qui n'est pas le cas pour les autres professionnels de santé. Ensuite, ils ont recensé plusieurs problèmes, donc le vieillissement de la population, les maladies chroniques, donc diabète, maladies cardiovasculaires, BPCO, la maladie d'Alzheimer, les addictions et également problèmes d'obésité. Et donc avec toutes ces données, nous nous sommes dit, voilà, nous avons une équipe, nous avons un diagnostic de territoire, mais alors trouver une idée, c'est pas gagné. Vous trouvez ça facile, vous trouvez ça difficile? Est-ce que pour toi, trouver une idée de projet de santé, tu trouves ça facile, tu trouves ça difficile? Ben, bah oui. Alors, rouge, c'est pas facile. Vert, c'est facile. Ah, c'est mitigé quand même, oui. Ok. Donc en fait, voilà, le but est de répondre à pourquoi, mais ça concerne le diagnostic de territoire, qui faire intervenir et comment. Donc Sophie, peux-tu nous donner un exemple, ton exemple de projet? Alors ça c'est plutôt récent, je vais vous parler d'un projet de santé qu'on a lancé l'année dernière, qui est sur la prévention de l'obésité des enfants. Et ça c'est... Alors, c'était suite à un appel d'offres de la CPAM de Savoie qui pouvait donner de l'argent sur ce genre de choses. Donc on s'est dit, bah, tiens, on a de l'argent pour faire quelque chose de différent. Et donc on s'est concerté avec surtout la diététicienne qui est en charge de ce petit projet, qui est devenu un beau projet maintenant, et qui a décidé de faire en parallèle un travail avec les médecins généralistes de dépistage de l'obésité de l'enfant au moment des consultations de septembre pour repérer les enfants à risque d'obésité ou déjà obèses. Et pour cela, une fois qu'on les a repérés, on informe qu'ils peuvent avoir le droit à une consultation gratuite chez la diététicienne et ou chez la psychologue. Parce qu'on avait déterminé que c'était aussi important la prise en charge psychothérapeutique de ces enfants, en tout cas le diagnostic de psychologie chez l'enfant, parce que souvent c'est lié. Et en parallèle de ça, elle fait des interventions dans les écoles, au moment des cours, sur réapprendre aux enfants ce qu'est manger, le principe de l'équilibre alimentaire et des différentes catégories d'aliments, mais aussi, surtout, réapprendre ce que le goût et ce qui est bougé. Et pour ça, elle a embauché des éducateurs en santé, des éducateurs sportifs, qui interviennent dans les écoles faire des petits cours. Et à la fin de l'année dernière, au mois de cette année, parce que c'est de septembre à juin, donc en juin 2017, on a fait un forum de l'alimentation à destination du grand public, cette fois-ci de toute la population, où on a invité les petits producteurs locaux, mais aussi cet éducateur sportif, pour sensibiliser la population générale à cette problématique. Ça faisait juste la conclusion de l'ouverture de ce projet, qui avait lieu en septembre 2016, pour le coup, où là, on avait fait une conférence sur manger, bouger, à destination du grand public. Ça, par exemple, c'est un des projets de santé qu'on a développé.
C'est financé par qui? Alors le financement, finalement, on avait eu... On va en reparler juste oui, après. C'est vrai, il y a les spoilers. Mais je retiens la question. Yannick, Alors, est-ce que tu peux nous proposer un projet de santé? Oui, alors bon, nous on a une trentaine de projets de santé, enfin de projets de santé qui sont en cours. Je vais peut-être parler d'un projet qu'on est en train de monter, parce que c'est peut-être plus intéressant d'en voir la jeunesse que de voir quand ça fonctionne. En fait. On avait un précédent protocole qu'on avait mis en place pour les consultations non programmées, quand il n'y avait plus de place dans les agendas des médecins, où les infirmières recevaient les patients, et ensuite il y avait une discussion téléphonique entre le médecin et les infirmières. Et on a relevé en fait les motifs de consultation, et quand on s'est réunis en réunion pluriprofessionnelle, donc où il y avait les infirmières, les agents d'accueil, les médecins, on s'est aperçu que les demandes de soins non programmés concernaient beaucoup ce qu'on appelait les petits maux de l'enfant. Donc la fièvre, le rhume, etc. À laquelle on donnait une réponse qui n'était pas satisfaisante, parce que soit on donnait une réponse qui était revenez demain, soit on donnait une consultation avec un médecin, ce qui n'était pas non plus très intéressant dans le cadre d'autonomisation des patients et du coup des parents. Et donc on a décidé déjà de comprendre pourquoi en fait il y avait ces consultations que vous devez connaître tous et qui nous paraissent non pas inutiles mais en tout cas évitables. Et donc on a fait des premiers travaux de thèse, d'interne, etc. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de culpabilité et de perte d'estime de soi des parents qui conduisaient en fait à ces consultations. Et donc du coup on a mis en place, on est en train de mettre en place un programme qui a plusieurs facettes. C'est-à-dire que d'une part, on va aller intervenir auprès des professionnels de la petite enfance de notre territoire, parce qu'on a vu qu'ils étaient souvent à l'origine de la culpabilité des parents, hein, donc les directeurs de crèche, les enseignants, etc. Et puis des ateliers des parents, avec à la fois des notions un petit peu techniques autour de c'est quoi la fièvre, c'est quoi le rhume, etc. Et puis des groupes de parole autour de l'estime de soi en tant que parent. Voilà, donc ça c'est ce qu'on est en train de monter, parmi tout le reste. Il y a combien de projets dans un centre de santé en même temps? Ça peut aller de... Je disais dans le nôtre, on a une trentaine de projets en cours, mais c'est un vieux centre de santé. On est une grosse ville, on est là depuis 1931, on est 70 professionnels de santé. Oui, Enfin, il faut remettre dans le contexte. Non, je suis pas là depuis 30 ans. Jacques-Olivier, tu peux nous donner ton exemple de projet de santé? En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, on met des mots à des choses en fait, qui correspondent à notre exercice du quotidien. Nous, on a mis projet de santé, mais globalement, en fait, c'est venu du diagnostic du territoire qui fait que à Saint-Rémy, en fait, on avait le taux d'amputation pour les diabétiques qui était 2 fois supérieur à celui de Reims. On avait un doute en fait que c'était probablement le chirurgien qui avait tendance à être un peu très zélé. Mais en fait, ça posait 2 soucis. C'est-à-dire qu'en fait, nos patients qui étaient à 20 km du CH étaient amputés et donc revenaient à la maison souvent le vendredi soir dans des conditions un peu compliquées. Ce qui fait que les infirmières, en fait, probablement le voyaient au bout d'une semaine. Ce qui fait qu'ils retournaient à l'hôpital pour être amputés de plus haut. Et donc, du coup, en fait, c'est une vraie problématique au niveau du territoire. Et c'est ça, en fait, qui a monté et qui a été aussi à l'origine de mon installation. C'est juste qu'à un moment, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait de ces patients, comment on les organise et surtout, comment on fait de la prévention. Et en fait, je pense que les projets de santé, c'est une pelote de laine. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à tirer sur un fil. Et au fur et à mesure, en fait, on rajoute plein de trucs. Parce que finalement, on s'est rendu compte que le lien entre la ville et l'hôpital était juste nul. Donc du coup, en fait, on a déjà harmonisé nos pratiques avec les infirmières sur comment on protocolise le fait que l'infirmière va tout de suite voir le patient, qu'elle fait un premier état des lieux, du coup, en fait, qu'elle le transmet au médecin sans forcément qu'il aille le voir pour en fait avoir son avis. S'il y a une aggravation, je vais le voir, etc., etc. Et on s'est rendu compte du coup que on n'avait pas de lien avec l'hôpital. Donc on a créé une gestionnaire de cas complexe, enfin une personne qui s'occupait de faire le lien avec l'hôpital. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a rajouté des éléments et on s'est rendu compte que la gestionnaire de cas complexe, puisque les patients ne sont pas que diabétiques,
ils vont à l'hôpital pour plein d'autres choses, et que du coup, en fait, la gestionnaire de cas s'est développée sur d'autres cas complexes, ce qui fait qu'en fait, ça a fait ce lien. Et je pense que on dit beaucoup de choses, beaucoup de mots, etc., mais en fait, globalement, l'idée, c'est vraiment en fonction de votre pratique et de l'endroit où vous êtes, et en fonction des choses qui vous intéressent, c'est important, en fait, de traduire, en fait, juste à l'écrit, ce que vous avez envie de faire, ce qui est important. Et c'est nous, en fait, le fil de la discussion aussi. Entre nous, on ne parle pas de projet de santé, on parle, même si c'est le nom, hein, mais on dit souvent, tiens, il y a un souci là, et en fait, on essaye de l'améliorer entre professionnels de santé de façon simple. D'accord, merci. Alors nous, en fait, en discutant, on voulait trouver un thème. Alors on s'est dit, on ne va pas travailler sur l'INR, qu'on retrouve partout. Enfin, donc là, on a porté notre choix sur le fait de travailler sur la prise en charge des patients vulnérables à domicile. On s'est dit que c'était un sujet qui semblait pertinent, parce que la population est vieillissante, il y a des maladies chroniques, et c'est un thème qui est fédérateur, parce qu'en fait, ça ne va pas toucher que le médecin généraliste et l'infirmière, on peut y inclure aussi tous les autres professionnels de santé, les pharmaciens, les kinés, les orthophonistes. Donc ça nous a semblé bien pour essayer d'après aller convaincre nos confrères de travailler avec nous. Donc on s'est dit qu'on allait travailler sur ces patients, et donc pour débuter, d'abord commencer par travailler sur les prescriptions médicales. Donc d'abord sur la prescription de renouvellement de traitement à domicile. Également travailler ensemble sur les prises de sang et le suivi biologique. Par exemple, un truc tout bête, moi, je ne supporte pas d'être appelée un samedi matin pour un INR qui n'était pas, qui n'était pas justifié ou urgent. Essayez simplement de réguler ce genre de petites choses. Un INR programmé, on ne fait pas ça un samedi matin. Mais c'est vrai que si on n'en discute jamais, à part s'énerver quand on reçoit le résultat à 14h, voilà, on n'a pas beaucoup d'autres solutions. Et pour parler des renouvellements de traitement, pour faire gagner du temps et de la sécurité à tout le monde, par exemple, le médecin vient, le patient ne sait plus trop ce qu'il a plus. En fait, on essaie de travailler là sur le fait que quand le patient vient à domicile, ils remettent chaque ligne de prescription. Et ils nous mettent par exemple, arrêt de ce traitement ce jour, celui-ci ne pas délivré, ça c'est pour la pharmacie. Donc comme ça, nous en fait, parce que c'est vrai que des fois l'infirmière arrive après le médecin, et en fait on ne sait pas si c'est un oubli, parce que ça arrive, il y a tellement de choses à penser, le patient qui parle, donc on peut oublier de renouveler un traitement. Donc est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est un arrêt? Du coup nous en fait, on vous dérange parce qu'on vous appelle pour savoir... Et donc le fait d'avoir toutes les lignes, ça pourrait permettre d'éviter d'appeler, que l'infirmière appelle, que le pharmacien appelle. Et le fait aussi de mettre ne pas délivrer, ça c'est pour le pharmacien, parce que comme ça il sait qu'il en reste chez le patient et que c'est pas la peine. Ça paraît être des toutes petites choses, mais je pense que ça nous fait perdre à tous énormément de temps. Et on a jugé que c'était un bon point de départ pour vraiment impliquer tout le monde. Et on est convaincus que en reposant un peu les choses, les habitudes changeront. Et en tout cas, on pourra développer d'autres projets plus importants en partant de cette base-là. Et on a une petite question qui s'est posée. Comme on a commencé à en parler à d'autres professionnels, on s'est dit, est-ce qu'au sein d'une équipe de soins primaires, le secret médical est partagé? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord? Ça vous paraît logique en fait, mais est-ce que c'est... est-ce que c'est... Parce que c'est vrai que quand on est dans un lieu unique, par exemple Sophie, Yannick, vous, le patient sait que vous êtes... sur la plaque à l'entrée, il y a tous vos noms, il y a tous les professionnels qui exercent, donc le patient... comment vous informez vos patients du travail coordonné dans vos structures? Alors nous, il y a un affichage. On affiche qu'on a un dossier médical commun, notamment, que les informations sont partagées, que les patients peuvent demander à ne pas figurer dans le dossier médical commun. Et quand il y a un nouveau patient, les agents d'accueil, au moment où ils créent le dossier commun, l'expliquent au patient. Pour l'instant, on n'a jamais eu de refus. Après, notre dossier commun, il est à accès différent en fonction des professions de santé. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès à l'intégralité du dossier. Le personnel
nos agents d'accueil, ils ont accès uniquement à la partie administrative. Ils n'ont pas du tout accès aux informations médicales. Les infirmières ont accès à un certain nombre de choses, mais pas forcément à tout. Et chaque professionnel, quand il rentre une information, il peut masquer l'information si ça fait partie de quelque chose qui reste dans la relation entre lui et le patient. Donc en fait, le secret, il est partagé, mais à géométrie variable, en fonction des patients et en fonction des professionnels. Comme dit Yannick, on a une obligation de mettre un affichage dans la maison de santé et dans chaque cabinet de praticiens médicaux ou paramédicaux qui a signé le projet de santé, qu'il y a un partage de l'information et que le patient peut demander à ce que ces informations ne soient pas partagées. Pas seulement que dans le dossier informatique, parce que finalement, nous, ça fait à peine 6 mois que d'autres professionnels de santé que médecins commencent à rentrer dans le dossier informatique pluriprofessionnel, mais surtout quand on fait des réunions pluriprofessionnelles, de savoir qu'ils peuvent, à un moment donné, que leur sujet, leur pathologie peut être discutée en réunion pluripro. Le seul moment où on demande la signature d'un des patients, c'est quand on fait intervenir la maison des réseaux, qui est une sorte de gestionnaire de cas complexes, je finirai ça comme ça, qui fait intervenir qui va faire le lien entre le secteur médical, donc nous, que ce soit un médecin, infirmier et diététicienne, et le secteur paramédical, médico-social, pardon, avec l'assistante sociale ou avec l'ADMR, donc les aides à domicile, ou avec le SIAD. Et là, dans ce cas-là, le patient doit donner son accord écrit pour participer à ces réunions de concertation que l'on fait au domicile des patients. Comment tu t'en sors, toi, Jacques-Olivier, avec le En secret fait, médical? la question s'est posée assez tôt, puisque comme je suis dans un petit village de 400 âmes, en fait, tout le monde se connaît. Donc les infirmières étaient des amis, de cousines, de patients potentiels. Donc en fait, très tôt, on s'est posé, et les rumeurs vont assez vite. Donc en fait, très tôt, on a mis des limites, dans le sens que d'une part, on a, comme Yannick et Sophie, on a écrit en fait qu'on partageait les données et qu'on a prévenu les patients. Et surtout, en fait, on s'astreint à faire en sorte que certaines données aillent à certains professionnels de santé, d'autres non. Parce que c'est vraiment important d'avoir ce lien-là, puisque du coup, nous aussi, on a en fait, on avait une maison de service au public qui était juste à côté dans l'idée lorsqu'on a construit les murs. Et en fait, on s'est rendu compte que les patients n'allaient pas à la maison de service au public, parce que comme c'était un petit village, en fait, la maison de service au public, c'est un aspect social. Et en fait, ça faisait qu'ils étaient stigmatisés. Donc en fait, ils allaient dans mon cabinet à la place. Donc du coup, en fait, il y a cet aspect aussi social qui s'est rajouté, et qui fait que, on essaye de s'astreindre, on n'essaye pas, on s'astreint à un vrai partage d'informations, parce que du coup, comme on a un peu un mélange de médical, de social, de ces éléments-là, et les patients nous font confiance, on s'astreint à signer, on a tous signé une sorte de charte, en fait, qui disait, on ne transmet pas l'information. Donc les professionnels ont signé ce document, et les patients, vous les informez à leur début de prise en charge. On les informe de ça, cette prise en charge. On leur pose la question aussi, parce que moi, j'habite pas dans le village, donc du coup, je ne suis pas concerné par les ragots villages, mais c'est vrai que, très honnêtement, on a eu des patients qui nous demandaient de ne pas être suivis par telle ou telle infirmière, parce que c'était la cousine de telle personne et qu'elle ne voulait pas qu'elle soit au courant. Donc du coup, en fait, on essaye de l'écrire, on s'astreint, et ce qui était bien, c'est qu'on a tous accepté ce principe. C'est-à-dire que même les infirmières le prennent pas mal, entre guillemets, en disant oui, c'est tout à fait compréhensible et j'ai pas envie de savoir. Donc du coup, donc ça, c'est vraiment important, et ce qui est important, c'est vraiment d'expliquer aux patients, parce que c'est un autre intérêt aussi, c'est-à-dire le fait qu'on partage l'information, qu'on l'écrive et qu'on le dise. Moi, ça m'a diminué les visites à domicile. C'est tout con, mais en fait, le fait que je dise oui, mais vous savez, comme je travaille avec l'infirmière et qu'on partage les données par rapport à votre tension, vos données médicales, etc., je vous suis en fait en étant au cabinet. Ce qui fait que je ne suis pas obligé de vous voir toutes les semaines, pour plein de raisons. Et donc vous n'êtes pas obligé d'appeler toutes les semaines pour que je vous voie. Mais du coup, ça permet en fait vraiment cet effet-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est une équipe, mais on donne la confiance aux patients pour leur expliquer. Donc effectivement, au sein d'une équipe de soins primaires, les informations seulement strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins peuvent être transmises, et pour chaque professionnel dans le périmètre de sa mission.
avec un consentement présumé du patient, mais qui nécessite une information préalable. Donc, nous sommes très motivés par notre projet. On va se retrouver, on en discute. Comme disait Jacques-Olivier, en fait, c'est une pelote de haine parce que finalement, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, il y a un autre qui vient, et puis d'autres questions, et donc tout ça, ça prend du temps. Donc, est-ce que vous faites tout ça bénévolement? Et vous, dans la salle, vous seriez prêt à faire ça bénévolement? Bon. On va aborder le point financier. Alors, je vais peut-être faire une présentation des différents axes, très rapide, sans être précise, et vous demander de repréciser, vous trois, les types de financement, parce que c'est peut-être la partie un petit peu technique, en tout cas un petit peu obscure pour Aline et moi à l'heure d'aujourd'hui. Alors, on a identifié un financement possible des agences régionales de santé via le fonds d'intervention régional. Et donc, nous, sur notre ARS, alors vous nous direz si c'est comme ça, si c'est dans toutes les ARS ou pas, mais en tout cas, nous, cette subvention peut servir à l'aide à la rédaction d'un projet. Par exemple, financer l'équipe des URPS qui ont rédigé le diagnostic de territoire ou un cabinet privé, hein, ça peut être un cabinet conseil. Le financement peut aussi se porter sur un système d'information commun. Une deuxième source de financement qu'on a identifiée, c'est la caisse d'assurance maladie. Alors là, on a trouvé cette notion d'accord cadre interprofessionnel, qui est je vais laisser après les témoins en parler plus précisément, mais en tout cas, qui est acté par la Convention et qui permet de faire bénéficier à des professionnels en équipe pluriprofessionnelle des nouveaux modes de rémunération. Mais on s'est dit, oui, on a lu quand même des petites lignes, on s'est dit, pour les équipes de soins primaires, normalement, on n'y a pas le droit. Et puis on s'est dit, est-ce que la CPAM ne peut pas nous donner d'autres moyens de financement? Et puis on avait un dernier interlocuteur, c'était les collectivités. Donc on s'est retrouvés avec 3 potentiels financeurs, mais je vous avoue, toutes les deux, on est encore à se dire qu'est-ce qui va nous donner et pour qui et comment. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le financement de ton projet? Du projet sur l'obésité, par exemple? Oui. Ouais, plutôt. Ouais. Parce que l'autre, c'est compliqué sur les maisons de santé. Non, on va essayer de faire des choses claires et simples. Alors, ce projet pour l'obésité, comme je l'ai dit, c'était un appel à projet lancé par la CPAM de Savoie. Et nous avons eu le magnifique chèque de 5 000 €, avec petite cérémonie, le gros chèque, là, comme quand on gagne le loto. Donné en 2 fois. Un premier versement en début de projet et un deuxième versement en fin de projet, une fois qu'on a donné l'évaluation du projet. Mais la diététicienne, quand elle a fait la coordination, le budget prévisionnel de son projet, elle a trouvé qu'il manquait 3 000 €. Donc elle est allée les chercher. La communauté de communes a donné 500 € et surtout a donné de l'aide non financière en imprimant toutes nos affiches, nos flyers pour la collectivité. L'ARS a donné aussi 2 000 € et au nom d'un financement FIR. Pareil, c'est aussi un dossier à déposer pour récupérer l'argent. Et aussi, il nous restait de l'argent sur le premier FIR qu'on avait obtenu pour le montage de la maison de santé au tout début en 2012. Et donc, on a complété les sous avec ça. Ce qui... pour financer, comme je le disais, l'éducateur sportif, les temps de consultation diététicienne et psychologue, les temps de travail de la diététicienne au sein des écoles et le temps de coordination du projet. Donc FIR, Fonds d'intervention régional pour les personnes qui ne seraient pas très réveillées. Qu'il faut demander à l'ARS. Ouais. Voilà. Moi, on a besoin d'argent quand même pour nos salariés. Je vais peut-être plutôt parler moi des collectivités, parce que effectivement mon gestionnaire c'est un gestionnaire municipal, donc c'est une municipalité qui décide, c'est une orientation politique, c'est-à-dire que dans la ville d'à côté on décide de mettre des caméras de vidéosurveillance et puis dans la ville on décide d'investir sur la santé, ça c'est un choix politique. Donc la ville elle investit beaucoup autour du centre de santé. Alors elle investit de différentes manières, elle investit en termes de fonctionnement,
Donc j'ai pas parlé des spécificités du centre de santé, on est salarié, mais ça pose pas de problème. Par contre, on pratique la dispense d'avance de frais, ce qu'on appelle le tiers payant. J'aime pas trop le terme de tiers payant, parce que les gens ont déjà payé en fait, en cotisant. Donc on a la dispense d'avance de frais, et ça a un coût. Il faut gérer la dispense d'avance de frais. Donc déjà, la municipalité, elle investit, puisque c'est elle qui paye des gens pour gérer cette dispense d'avance de frais. Ensuite, elle investissait aussi beaucoup parce qu'il y avait un certain nombre de dispositifs, pour parler de la CPM, il y avait un certain nombre de dispositifs qui n'étaient pas accessibles au centre de santé. Nous, on n'a pas l'ACI, on n'a pas l'accord cadre interprofessionnel, on a un accord national qui est une transposition de la convention des libéraux, et il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas transposées. Par exemple, quand vous êtes médecin traitant d'un patient, donc jusque-là en ALD, vous touchez un forfait. Ça, les centres de santé ne touchaient pas. La ROSP, les centres de santé ne touchaient pas. Donc en fait, la municipalité, pour faire vivre le centre de santé, et pour nous permettre de continuer ce travail coordonné, etc., elle investissait dans son centre de santé, qui est un service municipal, au même titre que la police municipale ou d'autres services. Là, le fait que, en fait, depuis l'année dernière, on a une transposition des acquis conventionnels des libéraux dans la convention des centres de santé, en fait, ça fait pas mal d'argent, et ça fait que, en fait, la municipalité va probablement pouvoir nous aider à investir dans des projets de santé pure, comme le projet dont je parlais tout à l'heure. C'est eux qui vont le financer, parce qu'on a demandé un financement ARS et que c'est pas dans les petits mots de l'enfant, ça n'intéresse pas l'ARS, c'est pas assez sexy, donc ils financent pas. Donc voilà, donc nous on a un investissement fort de notre municipalité dans la santé. Alors pour nous, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que effectivement, comme tu l'as dit, en fait, on est une équipe de soins primaires, donc on n'a pas accès forcément au financement habituel. Donc en fait, ça s'est passé en plusieurs étapes. Actuellement, en fait, on est financé par 4 personnes différentes. On est financé par la CPM parce qu'en fait, lorsqu'on a écrit le projet de santé et qu'on n'avait pas de financement initial, ce qui était important dans l'écriture du projet de santé, c'est qu'en fait, on a appris aussi un élément qui est fondamental, c'est non seulement ce que font les autres et ce qu'on fait chacun, mais surtout comment le coter. Parce que moi, en fait, j'ai découvert des trucs chez les infirmières, en fait, qu'on écrivait mal dans notre ordonnance, qui fait qu'elles étaient quand même sacrément pénalisées. Et que du coup, en fait, on a déjà appris à bien faire les ordonnances correctement pour en fait mettre un acte derrière en fait ce qu'on faisait en plus dans notre processus de coopération. Donc ça, c'était le premier pas, ce qui fait qu'on a des ordonnances nickel chrome. Enfin, moi, je suis assez... Enfin, surtout qu'elles sont écrites par l'ordinateur, donc j'écris pas, donc ça va, tout va bien. Mais en tout cas, en fait, elles correspondent bien en fait aux différents éléments, et du coup, ça nous a appris à bien, pour les pansements, pour les plaies, ou etc., en fait, on est vraiment raccord. Ensuite, après, en fait, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, et de commun accord, en fait, on a juste décidé d'aller voir l'ARS, et on est tombé sur quelqu'un d'assez sympa à l'ARS, on lui a dit, on a ce projet-là, donc trouvez-nous nos financements. Donc en fait, du coup, l'ARS avait un contrat local de santé signé avec la communauté de communes du Pays Vitria sur une enveloppe de 10 000 euros initialement sur un projet justement d'accompagnement des personnes en fragilité. Donc en fait, ils ont dégagé des fonds pour financer notre gestionnaire de cas. Au départ, sur un nombre de cas. Donc en fait, on était financé au nombre de cas passés. Donc on était à, je crois, 220 euros par cas ou un truc comme ça. Donc du coup, on a pu monter les cas et ils ont vu qu'on était assez efficace. Et ensuite, après, on est passé à un financement sur l'article 70 dans le cadre des projets en fait, de sortie et d'entrée d'hospitalisation, qui est une convention qui est signée avec la CPM et l'hôpital. Donc voilà, et on a bénéficié de FIR. Ce qui est important en fait dans l'aspect financement, c'est que en fait, il y a que 3 personnes au courant. Il y a le président de l'association, c'est-à-dire moi. Il y a la gestionnaire de cas qui gère le financement et la trésorière, parce que c'est quand même important qu'elle sache où va l'argent. Mais sur les 15 professionnels de santé, en fait, on a juste acté le fait de financer, pas par profession, mais par niveau, en fait, au niveau de l'action faite. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels de santé infirmières qui sont en charge des soins et des plaies,
Du coup, elle est financée à une hauteur en tant que gestionnaire de projet. Et ensuite, après, ceux qui participent à la réunion sont financés au même niveau. Donc, à partir de ce principe-là, comme on a cadré ça, ce qui fait qu'on est 3 vraiment à chercher les financements au taquet, et que le reste, en fait, de l'équipe, voilà, répond à cette problématique, tout simplement. Donc, c'est vraiment important parce que ça permet aussi d'aplanir les choses. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas à se dire... Alors déjà, je suis en minorité, donc je ne me permettrai pas de dire les médecins sont les plus forts et que je gagne plus d'argent. Ça passerait mal, puisque je me ferais taper à la fin. Mais en fait, du coup, l'idée, c'est voilà, d'essayer d'aplanir les choses en fait, dès le début. Ce qui permet finalement, dans la recherche de financement, de montrer en fait, qu'on a un financement cohérent et qu'on n'est vraiment pas à la recherche en fait, finalement, de financer des projets vides. Et comme il y a une vraie maturation en fait, d'utiliser tous les éléments en fait, de financement, c'est pas mal. Mais c'est vrai que ça prend du temps et c'est vrai que ça sera intéressant qu'on arrive à simplifier les choses parce qu'il existe plein d'exercices différents. Là, on va peut-être passer en CISA parce qu'en fait, on a un groupe de médecins qui est à 20 km, à 40 km plus haut, qui veut peut-être travailler avec nous. Mais voilà, du coup, on a ces options-là, mais voilà, c'est un peu la bataille. D'accord. Donc en fait, pour toucher des financements, on ne doit pas forcément être constitué en CISA dès le départ. Alors, repréciser aussi le terme CISA. Alors, CISA, c'est Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Non, en fait, nous, on a association loi 1901. Un point important sur la CISA, en fait, c'est... alors, ça paraît un terme barbare, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en France, en fait, on ne peut pas bénéficier de financement en équipe. C'est-à-dire qu'en fait, le système conventionnel fait qu'on est obligé de bénéficier d'un financement individuel par professionnel, et qu'en fait, à aucun moment, il a été prévu, en fait, de financer en équipe. Et la CISA est le seul dispositif actuellement légal qui permet d'être financé en équipe. Alors, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est actuellement le seul qui permet de lier, de faire le tout. Donc, c'est une société civile de moyens, c'est-à-dire, en fait, vous recevez une somme globale, mais vous pouvez financer des soins, pas financer que du matériel, contrairement à une société civile de moyens. Et nous, en fait, on est associé à la loi 1901, et pour entrer en CISA, il faut être 2 médecins, donc entrer dans le cadre des maisons de santé. Donc, c'est pour ça que nous, on ne peut pas bénéficier de la CISA pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on a le même fonctionnement, en tout cas en association loi 1900, que la CISA. L'association loi 1901, c'est intéressant parce que du coup, comme on écrit les statuts, on a des assemblées générales régulières et un bureau, ça permet vraiment en fait de créer une dynamique. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant de passer par ce système-là. Tu veux repréciser? Oui, alors nous, au début, on a été une association loi 1901 dès le départ, pas forcément pour toucher de l'argent, mais simplement pour se dire que si on se regroupe, il faut créer une association pour poser les choses. Et anecdotiquement parlant, c'était aussi le moyen de réguler les personnes qui rentraient ou qui dans le projet de santé, parce qu'il y avait un peu des tensions sur certains professionnels dans le territoire. Mais sinon, en fait, le FIR peut être touché par l'association, a été touché par l'association dès le départ. Et simplement, quand on a décidé de passer au nouveau mode de rémunération, où là c'est la CPAM qui verse l'argent, on est obligé de passer en CISA dans les 6 mois qui suivent le moment où on dépose le projet à la CPAM demandant un financement en nouveau mode de rémunération. Donc la CISA, ça coûte des sous parce que il faut déposer le projet de société au tribunal de grande instance. Donc peut-être des fois se faire aider d'un juriste pour la rédaction des statuts. Et surtout, il faut un comptable. Il faut un comptable. Moi, j'aime pas ça, la comptabilité. Donc, on a décidé de prendre un comptable, puisque je suis trésorière de la CISA. Enfin, c'est moi qui gère. Je suis trésorière de la CISA. Pour déposer l'alias fiscal des sociétés avant le mois de mai de chaque année. Est-ce que sur le financement, vous avez des questions? JB, ça a répondu à tes interrogations. On va vous amener le micro. Tu avais une question tout à l'heure? C'était sur autre chose, non? Oui, bonjour. À propos des financements RS, j'ai lu dans le journal Égora, le panorama du médecin, je crois du 22 octobre, que Madame Buzyn disait qu'en fait, maintenant, c'est les professionnels de santé qui amènent un projet, et l'ARS a le devoir de faciliter ces projets
Qu'est-ce qu'il en est? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on déposait et on priait un peu chez soi en disant j'espère que l'ARS voudra bien m'aider. Alors que maintenant, Mme Buzyn a l'air de dire non, 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 c'est à l'ARS, son devoir, c'est de vous aider. Et dans ce même interview, elle disait Mme Sophie Augros aura la mission de faire un peu le lien entre les ARS et le ministère. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Donc du coup c'est pour moi, sur ma deuxième casquette. Non, ça marche pas. Donc bonjour, Jacques-Olivier de Berton, conseiller auprès de la ministre de la Santé. Donc du coup en fait, là, on a une vraie problématique en fait justement, et c'est intéressant cet atelier, et je vous remercie de cet atelier parce que justement en fait la difficulté qu'on a, c'est que les exercices sont très différents et que globalement les professionnels de santé en fait devraient se concentrer sur le soin. Donc en fait on est parti de cette constatation là. Il faut le traduire en fait réel. Et effectivement, notre souhait, c'est au niveau du ministère de pouvoir en fait simplifier la tâche. C'est-à-dire que la recherche de financement ne doit pas forcément être effectuée par le professionnel de santé, même si c'est des fonds publics qui nécessitent en fait certaines obligations, puisqu'en fait c'est des fonds publics, il faut répondre à certains critères. Il faut en fait faire en sorte que ça soit le plus transparent possible pour le professionnel de santé, qu'on puisse répondre déjà à sa première problématique. C'est pas comment on finance, mais c'est comment on peut l'aider à faire ce projet. Du coup, ça fait partie du projet du plan d'accès aux soins qu'on a lancé le 13 octobre à la ministre de la Santé avec le Premier ministre. Et l'idée, c'est de ne pas créer de nouvelles structures. Donc, c'est ce qu'on n'a pas fait dans le plan, parce qu'il y en a déjà pas mal et c'est déjà assez compliqué. Et ensuite, après, de faire un état des lieux de ce qui se passe sur le terrain. On prend l'exemple des maisons de santé, ça existe depuis finalement 20 ans. On a l'impression que c'est une révolution, mais finalement ça existe depuis très longtemps. Des professionnels de santé ont toujours voulu travailler ensemble dans des murs et ont construit les choses progressivement. Ça a pris du temps pour arriver en fait à un niveau juridique satisfaisant au niveau national, mais c'était une action de terrain. On prend aussi l'exemple des centres de santé qui correspondent aussi à une problématique. Et on se rend compte qu'il y a plein de structures qui peuvent exister différentes, des ESP telles qu'on l'explique, les équipes de soins primaires. Et l'idée, en fait, c'est que comme nous, au niveau national, dans notre tour d'ivoire à Paris, en fait, on n'est pas proche du terrain, on a donc décidé d'envoyer sur le terrain des gens du terrain, dont Sophie. Et il y a Thomas Meignet, qui est un député, et Elisabeth Doineau, qui est sénatrice. Parce qu'on considère, en fait, que la santé, même si on a beaucoup d'argent au niveau du ministère de la Santé, on le sait tous, ne dépend pas, en fait, finalement, que du ministère de la Santé, mais dépend aussi de plein d'autres acteurs, les élus, l'URPS, le CNOM, et qu'il faut qu'on ait en fait des actions de terrain qui fonctionnent. On en a tous autour de nous, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Et en fait, l'idée, c'est que ces délégués en fait aillent sur le terrain pour en fait faire remonter ces informations. À partir de là, en fait, ils auront 6 mois de Tour de France, donc ils vont bien se marrer, parce qu'en fait, ils vont aller on est en train de leur sélectionner des coins paumés exprès. Donc ils n'iront pas en Guadeloupe, enfin, sachez-le. Voilà, ils n'iront pas dans les Antilles, ils iront à Bergue, chez vous dans le Nord. Enfin, voilà. 1h30 de Paris, c'est très rapide. Ok, voilà. Mais en fait, l'idée, c'est en fait qu'ils aillent en fait sur le terrain, qu'ils fassent une journée là-bas, en fait, qu'ils remontent des expériences en discutant avec les élus de terrain, les acteurs de terrain. Et nous, ça nous permet potentiellement sur le PLFSS de 2019 de pouvoir en fait le traduire de façon réglementaire ou autre. Parce qu'on s'est vraiment rendu compte que on peut faire une loi sur la modernisation de la santé ou plein de choses, mais en termes d'effet, ça prend 5 ans, 6 ans. Et par rapport aux ARS, en fait, on a effectivement la nécessité, nous, de changer de paradigme au niveau des ARS. C'est-à-dire faire en sorte, en fait, qu'elles ne soient plus réglementaires, mais qu'elles soient vraiment dans l'accompagnement des choses. Donc c'est un travail aussi qu'on fait à l'intérieur du ministère. Et on commence à travailler beaucoup avec les ARS pour les rendre un peu plus accessibles aux professionnels de santé. Julie, hop. Juste parler du terrain, puisque j'ai été missionnée là-dessus. Il faut que vous contactiez vos délégués territoriaux des ARS, qui sont... donc l'ARS a gardé une structure certes régionale, voire maintenant avec les grandes régions, mais surtout il y a des délégations dans chaque département et il y a une référente de l'offre de soins ambulatoires dans les départements. Et c'est ces personnes-là qu'on est en contact, nous, professionnels libéraux, pour pouvoir monter des projets, pour aller demander des financements. C'est pas forcément le siège de l'ARS qui sont encore, peut-être pas dans une tour d'ivoire, mais peut-être l'étage juste en dessous. Et ces délégués départementaux, c'est ces personnes qui viennent vous voir dans vos locaux, dans vos maisons de santé, pour vous dire il y a tel projet qui pourrait être financé ou pas, et où c'est là où
vous exposez aussi le projet et qui vous disent pourquoi pas là on lance le financement. Rapidement. Je réponds rapidement, je suis désolé. Et en fait, surtout, parce que du coup, tu as dit libéral, en fait, on n'est pas bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, on parle libéral, salariat, tout ce que vous voulez. En fait, l'idée, c'est, en fait, voilà, enfin, les jeunes médecins, les jeunes professionnels de santé ne sont pas forcément bloqués sur le libéral de façon forte. Il y a vraiment ce travail à faire de savoir, voilà, il faut qu'on arrive à faire en sorte que, quelle que soit l'envie du professionnel de santé, salariat, libéral, on arrive à le traduire en fait dans son exercice. Donc du coup, voilà, si des gens ont envie de faire des centres de santé ou etc., nous en fait on n'est pas du tout bloqués. On veut voir ce qui se passe sur le terrain, avoir un vrai retour, pour pouvoir en fait le traduire en axe réglementaire. Alors encore une ou deux questions sur financement et réponse rapide. Oui, bonjour, Clément Trubet, Savoie. Quel est votre conseil en termes de stratégie entre ces deux structures? J'avais pas du tout pensé à l'association La 1901, en sachant que moi je suis pour l'instant dans un cabinet de groupe où c'est un peu, on se connaît, on connaît le numéro de téléphone, mais le pas n'a pas été passé d'aller plus loin. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que ce serait une bonne idée de commencer par l'association, mais on a l'impression que ça fait un peu double emploi, double travail. Voilà, quel est votre conseil? Alors une association c'est facile, suffit d'écrire des statuts et ça il y en a tu en trouves facilement sur internet. Tu déposes les statuts en ligne à la préfecture et ça coûte pas un rond. La CISA c'est plus compliqué, c'est une société donc il faut déposer les statuts au tribunal de grande instance il y a faut déterminer, il y a une sorte de responsabilité juridique des membres. C'est pas une sorte, il y a une responsabilité des membres juridique de chaque membre associé de la société. Et pour te dire, nous, on a gardé les deux. Même maintenant qu'on est passé en CISA. L'association, elle est un peu notre tête pensante de notre regroupement. Et la CISA n'est que le mécanisme de financement du regroupement. Donc même après, il faut... voilà, mais si dès le départ, c'est utile et après, c'est à garder. Julie. Je trouve que l'association, c'est comme dit Sophie, c'est facile, mais surtout ça t'oblige en fait à finalement discuter les uns avec les autres, avec une assemblée générale, un bureau, et à travailler ensemble. Et c'est ça qui est intéressant dans l'association, au-delà de l'aspect juridique, ça permet de poser des bases de bon travail et de le structurer. C'est-à-dire que faire un relevé de décision à la fin d'une assemblée générale est assez structurant, parce qu'en fait il acte certaines choses, et c'est très bien. Julie, une dernière question. Juste un mot, sinon il y a le centre de santé. Ils veulent pas que je parle en fait. Sinon il y a le centre de santé. Ouais. Il n'y a pas de CISA, il n'y a pas d'association. Désolé Yannick, sur ce point-là je te donne pas beaucoup la parole. Non, c'est pas bien. Non, c'est Julie maintenant. Je peux parler Oui, alors donc moi je suis médecin généraliste dans la campagne en Limousin. Je suis désolée, je repose une question de tout à l'heure que je voulais poser sur les projets de santé, l'écriture du projet de santé. Je voulais savoir, en fait, sur votre projet de santé, vous écrivez les grandes lignes, les thèmes que vous voulez aborder, et après vous déroulez pas, j'imagine, de façon pratique, comment vous allez faire le projet de santé, le mettre en œuvre chaque année, ou vous faites en gros un projet de santé avec les thèmes et après vous faites des genres d'avenants pour écrire en pratique, parce que comme tu disais Yannick, ça vient en le faisant en fait, comment tu vas faire en pratique. Donc est-ce que ça vous l'écrivez à chaque fois ou... Donc il y avait ça comme question. Et après je pourrais poser sur le financement du coup, ou je dis tout maintenant. Alors sur le financement, quand tu es en association loi 1901, du coup, tu touches quand même du coup tes financements, FIR, ceux dont tu as parlé, mais tu peux pas avoir les NMR, c'est ça? Et pour avoir les NMR, en fait, c'est que par la CISA. Et donc ça, c'était une confirmation. Et le corollaire, c'est quand tu es en CISA, du coup, ça fait encore effectivement un exercice comptable. Donc ça c'est quand même cher. J'ai appris récemment, du coup, que donc tu avais ton exercice comptable déjà. Enfin, le comptable, il te faisait payer un prix pour ta 2035, ton truc perso. Après, si tu as une ESCM, il faut payer ça. Si tu as la CISA, il faut payer ça aussi. Et est-ce que, du coup, dans le financement, les sous que tu touches, par exemple, via les NMR ou les autres financements, est-ce que tu peux faire passer ce genre de surcoût dedans
Est-ce que ça Alors, rentre dedans? Une personne qui répond financement et une personne qui répond projet. Bon, je vais répondre au projet parce que le financement. Le projet de santé, tel qu'on l'a appelé, c'est la philosophie générale et la manière dont les gens veulent travailler ensemble. Alors, en centre de santé, on a une obligation de remettre à jour et de le redéposer régulièrement. C'est une obligation. Mais ce n'est pas le cas forcément pour d'autres structures. Après, quand on a des programmes comme celui que j'ai présenté tout à l'heure autour des petits mots de l'enfant, on l'écrit, mais on ne le dépose nulle part. Enfin, on le dépose pour avoir des financements. Si on veut avoir un financement, quand on a voulu demander un financement RS, on a écrit notre truc. Après, on l'a mis entre les mains du service communication de la ville pour le remettre en forme bien, comme il faut, tout ça, que ce soit joli. Bon, voilà, c'est pas passé. Mais voilà, on écrit chaque programme, on l'écrit. Hein, mais on modifie pas le projet de santé à chaque fois qu'on veut mettre en place une action coordonnée, quoi. Pour le financement, donc, par exemple, pour l'association, tout simplement, par exemple, les gestions des frais bancaires, ça c'est payé par les cotisations annuelles des membres, parce que ça a déjà aussi un coût. Ensuite, le FIR, on l'a utilisé pour payer le juriste et le coût que avait le dépôt des statuts de la CISA. Donc ça a été payé par l'association qui nous a reversé de l'argent une fois que la CISA a été constituée pour faire tout ça. Et il est vrai que maintenant, dans chaque budget CISA de chaque année, il faudra que je prévoie une ligne de gestion de société entre les frais bancaires et les frais de comptabilité qui, plus on est le nombre de professionnels, plus ils sont chers. Mais après, on part sur une enveloppe, là, j'ai calculé pour l'année prochaine, ce qu'on pouvait estimer toucher, on est à du 40 000 € pour une équipe de 20 professionnels. Donc voilà, ça va être une question à se poser. En même temps, c'est une question que tu ne te poses pas quand tu fais ta propre activité, quoi. Enfin, tu te dis, mes actes, ils vont aussi rémunérer un peu de gestion comptable et administrative. Ok. Alors, on vous redonnera la parole juste à la fin pour d'autres questions. On va juste avancer un tout petit peu. On continue à vous raconter notre histoire. On a rencontré le pharmacien du secteur et puis ce qui est très vite arrivé dans les discussions sur la prise en charge des patients vulnérables à domicile, c'était la problématique des patients en hospitalisation à domicile. Où Aline et moi, ça nous pose beaucoup de soucis. Alors c'est peut-être très contextuel par rapport au secteur où on habite. Et puis on s'est dit, c'est bien, parce qu'une fois qu'on aura un peu organisé les choses, on va impliquer une unité de soins secondaires qui est un service d'hospitalisation à domicile. Alors à votre avis, est-ce que dans une équipe de soins primaires, on peut impliquer une structure secondaire? On avait même envisagé la gestion des patients vulnérables en EHPAD. Alors, n'hésitez pas, il n'y a pas de... Ok. Moitié-moitié. Alors, on va peut-être présenter... cette notion-là, puis ensuite vous préciserez si vous avez des échanges avec Jacques-Olivier. Tu as déjà abordé l'échange avec une structure secondaire dans le cadre de ton exercice. Donc il y a les équipes de soins primaires en fait, ce qu'on essaye de mettre en place, et puis on a aussi du coup dans nos recherches trouvé les communautés professionnelles territoriales de santé. Alors, pour l'instant, la différence qu'on fait, c'est que l'équipe de soins primaires, ça sera autour de nos patients, et l'équipe, les CPTS, c'est plutôt une approche populationnelle. Et apparemment, on pourrait impliquer en fait professionnels de santé de ville, mais aussi se retourner avec les établissements de santé. Les acteurs de promotion de la santé et de prévention, et puis aussi les établissements de services médico-sociaux. Bon, en fait, on est un peu perdu dans tout ça. En fait, pour répondre, c'est comme comme je disais, en fait, c'est une pelote de laine. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où nous, on est rentré dans le cadre de s'occuper des patients qui sortaient de l'hôpital ou qui étaient trop amputés trop vite, etc., en fait, on s'est rendu compte qu'autour de nous, il existe plein d'acteurs. La difficulté qu'on va avoir en fait, c'est de faire en sorte que au-delà de la patientèle qu'on a, de faire en sorte en fait que tout soit harmonisé au niveau de tous ces acteurs.
Donc c'est vrai que très vite, en fait, au moment où on a commencé à se structurer, on s'est rendu compte en fait qu'on avait besoin de travailler avec d'autres acteurs, donc l'HAD. Même dans la construction initiale de la maison de santé, en fait, on avait fait un lien avec la MSAP, c'est-à-dire que la maison service au public. On avait fait en sorte que la structure dans laquelle on est actuellement se construise à côté pour vraiment faire ce lien avec le social. Du coup, en fait, on s'est rendu compte voilà, qu'il faut travailler avec l'ADMR, l'HAD, l'hôpital, toutes ces personnes en fait qui sont autour de nous pour en fait pouvoir intervenir. Donc, on a, au fur et à mesure des rencontres et des discussions qu'on a, en fait, on arrive à formaliser des conventions, des façons de travailler, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte principalement, c'est qu'on se connaît pas. En fait, il existe plein de structures différentes. On sait tous à quoi à peu près elles servent, mais globalement, on ne sait pas vraiment ce qu'elles font en pratique. Et que du coup, on arrive à des vraies problématiques de terrain. Moi, je me rappelle une expérience, c'est par exemple un truc auquel on ne pense pas, c'est la médecine scolaire. Nous, on a eu une fois un enfant qui avait des troubles 10 et qui, du coup, en fait, s'est exprimé envers moi. Et avec des vraies difficultés au niveau social de ses parents. Et en fait, on a décidé d'un commun accord avec la psychologue de lui faire une non-obligation d'aller à l'école, parce que d'une part, il avait des troubles 10 et d'une part, il était un peu harcelé à l'école. Donc en fait, je lui ai fait une semaine d'absence. Et en fait, la maîtresse, donc comme on est un village de 400 âmes, du coup, la maîtresse était juste à côté. Donc elle est venue au cabinet pour me démonter la figure en me disant c'est honteux, vous prenez position vous allez en faveur de la mère en fait. Donc du coup, ce que vous faites est inadmissible, vous n'êtes pas un professionnel de santé. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que ça a permis de créer une réunion avec elle pour discuter avec l'équipe éducative, sans forcément rentrer dans les détails médicaux, hein, c'était pas du tout l'idée, mais d'expliquer notre stratégie, de voir un peu comment on met en place. Et au final, en fait, on a pu travailler et créer une convention, une façon de travailler ensemble en termes d'information. Et c'est tout bête, mais c'est vrai que la médecine scolaire, voilà, un enfant est présent chez nous lorsqu'il fait ses consultations, mais aussi à l'école, et que les problèmes d'harcèlement, en tout cas à l'école, sont une vraie problématique, et du coup, ça nous a permis de travailler dessus. Donc nous, oui, on pense qu'il y a nécessité d'ouvrir un peu le champ et de travailler avec tout le monde. Alors, très rapidement. Non, enfin, moi, ça va être rapide. On n'a pas formalisé pour l'instant ça, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, on est en train d'essayer de travailler avec les libéraux, mais je veux dire, la coordination sur le territoire, elle se fait pas que avec des professionnels de santé, elle se fait avec les maisons de quartier, elle se fait avec le centre communal d'action sociale, elle se fait avec l'hôpital par la mise à disposition de praticiens qui viennent faire des consultations avancées au sein de la structure. Dans d'autres territoires, il y a des conventions en ce moment qui se mettent en place entre l'hôpital et des centres de santé, notamment à Gennevilliers, autour notamment de l'orientation des patients, avec une infirmière d'orientation qui va orienter les patients pour que le patient aille au bon endroit dans le territoire au bon moment. Voilà, donc on le fait déjà, c'est pas encore formalisé, mais... Eh bien, nous, j'ai le projet de peut-être monter une CPTS dans la vallée, carrément, puisque la maison de santé a essaimé d'autres petits champignons de maison de santé dans les vallées à côté. Il y en a une qui s'est construite à Bourg-Saint-Maurice, portée par l'hôpital. Il y en a une qui est en cours de construction dans la vallée de la Vanoise à Beauzelle. Donc c'est au pied de Courchevel, ça parlera peut-être mieux. Et en fait, on a aussi une autre professionnelle qui est dans son cabinet toute seule, qui a envie de la structuration maison de santé, mais elle est toute seule et elle ne sait pas comment le faire. Donc j'ai dans l'idée d'un moment donné, quand j'aurai un peu plus de temps, proposer ce genre de projet aux autres professionnels autour de chez moi pour coordonner des actions toutes simples en termes de communication. Quand on veut lancer une soirée d'information sur les violences faites aux femmes ou sur la prise en charge diététique de l'enfant, eh ben, on ne sait pas comment communiquer et on pourrait ainsi mettre des moyens en commun pour communiquer vis-à-vis de la population de toute la vallée, par exemple. Après, pour de formaliser plus large en intégrant l'hôpital, en intégrant les services médico-sociaux, ce sera peut-être plus facile avec les services médico-sociaux qu'avec l'hôpital, mais on verra ensuite. Et donc, en continuant dans notre réflexion, en fait, on parlait d'intégrer les différents acteurs.
Et finalement, on a pensé aussi pourquoi ne pas intégrer les patients, puisque finalement c'est pour une prise en charge globale et le patient il est au cœur, il en est au cœur. Est-ce que les patients peuvent intégrer l'équipe de soins primaires? Alors, à vous de voter. Alors, Jacques-Olivier, est-ce que dans une équipe de soins primaires, les patients peuvent... Alors, c'est un vrai sujet qu'on s'est posé comme question. En fait, on ne sait pas trop exactement comment intégrer les patients, parce qu'en fait, on parle souvent de démocratie sanitaire, d'autres éléments. Pour donner un élément de contexte, en fait, donc, je suis le seul noir dans le village de 400 âmes, donc en fait, ils votent FN à 70%, et que du coup, mon premier contact avec les patients a été un peu brutal au niveau du contact, puisque j'ai eu quelques mésaventures un peu brutales sur l'exercice, déjà parce que j'étais noir, mais aussi en fait globalement parce qu'il y avait cette problématique de changer de paradigme, parce qu'en fait au moment où le médecin que je remplaçais, il travaillait en fait 7 jours sur 7, il habitait en Corse, donc en fait il rentrait le dimanche, et il rentrait le dimanche juste une journée chez lui, et après il revenait à Saint-Rémy-en-Bouzemont, et en fait il travaillait non-stop, c'est-à-dire qu'il y avait des rendez-vous jusqu'à minuit, etc. Et au moment où je suis arrivé, en fait j'ai dit non. En fait, déjà, j'attaque à 9h parce que quand même il faut se lever. Et c'est 1 heure de route, donc du coup voilà. Et surtout, le mercredi, je travaille pas. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc le premier contact avec les patients a été un peu rude, puisqu'ils ont dit que de toute façon j'étais un branleur et que je ne les prenais pas en charge. Donc du coup, ça a été déjà un peu compliqué dans l'éducation, en fait, en tout cas, et le travail avec eux. C'est en fait d'essayer de discuter de ce qu'on leur apportait et qu'est-ce qu'on pouvait en fait changer et améliorer leur prise en charge. Donc je pense que l'intégration des équipes, enfin en tout cas des patients dans l'exercice coordonné, passe par un premier lieu par l'information. C'est vraiment expliquer en fait globalement ce qu'on va faire, ce qu'on veut mettre en place, parce que du coup c'est pas forcément bien perçu par la population, qui a une vision très particulière en fait, en tout cas de son médecin et de sa place au sein du système de santé. Donc en fait on est surtout à cette phase-là. On a une vraie phase d'information. Bon là j'y suis plus, mais en tout cas on a des remplaçants réguliers. Et c'est vrai que du coup, en fait, on se rend compte que maintenant les patients adhèrent à l'évolution qu'on a voulu mettre en place. Et du coup, on se pose la question maintenant de voir comment mieux les intégrer, comment mieux les informer, comment mieux discuter avec eux, comment mieux leur expliquer, en fait, lorsqu'on met en place des protocoles avec l'hôpital ou des liens avec la MSAP ou d'autres éléments, comment, en fait, qu'ils sachent ce qu'on fait pour qu'en fait, ils puissent pas être surpris et qu'ils puissent avoir une visibilité du parcours de soins. Parce que, en fait, en discutant avec les patients, lorsqu'on leur dit vous avez un parcours de soins, les patients ils savent pas trop exactement ce que c'est. En fait, ils veulent juste un médecin à intensité et un truc pour répondre à leurs problématiques. Et que du coup, on est dans cette phase-là. Donc, je pense que le premier pas déjà, c'est d'expliquer, lorsqu'on change de système d'exercice, ce qu'on fait, de l'expliquer aux patients et de les embarquer avec nous, et ce qui est fondamental. Sophie, les patients sont... Et ensuite Yannick, je te donnerai la parole. Si les patients ne sont pas... Non, pour l'instant, on n'a pas envisagé, on n'a pas concrétisé l'implication des patients au sein de la maison de santé, parce qu'on avait déjà besoin de se structurer entre nous, mais j'ai des exemples autour de moi où, en effet, les patients sont impliqués dans les mécanismes décisionnels des projets soutenus, mais ce n'est pas une demande, pour l'instant, de l'équipe, mais qui va peut-être venir un jour. Alors, c'est un sujet éminemment intéressant. Alors, je te propose de faire une introduction à ce sujet, puis on fera un atelier l'année prochaine. Non, mais avec l'implication des usagers au sein des structures pluriprofessionnelles. Il y a peu de comités d'usagers dans les centres de santé. Dans le mien, il n'y en a pas. Et pour faire court, ce que nous répond le maire quand on lui dit ce serait bien de mettre qu'on ait un comité d'usagers, il nous dit mais je suis élu par les usagers, donc c'est moi qui les représente. Donc on lui explique qu'il n'est pas élu par tout le monde, et puis qu'il n'est pas forcément élu, et que son rôle n'est pas forcément d'apporter ce qu'apporterait un patient ou un usager à notre structure en tant que patient, quoi. Donc pour l'instant il n'y en a pas, mais c'est quelque chose qui fait son chemin. Par contre, on essaye au maximum de recueillir l'avis des patients de manière formalisée, par des questionnaires de satisfaction,
par un recueil de leurs attentes quand on commence à travailler sur une thématique. Mais pour le moment, on n'a pas de représentants des patients formalisés au sein du centre de santé. Okay. Alors, je vais prendre une ou deux questions vraiment si... Je pense qu'il y avait quelqu'un où la réponse a été donnée peut-être. Okay. Alors, une seule question. Allez, tu peux y aller. Donc Thibaut Huni, je suis installé depuis un mois en maison de santé. J'avais juste une précision par rapport au partage d'informations en fait, sur comment vous étiez parvenu du coup à trouver une solution de qui partage quoi avec donc avec qui, et s'il y a un contexte un peu réglementaire, notamment par rapport aux professionnels qui ne sont pas étiquetés comme professionnels de santé, comme les ostéopathes. Alors, dans notre maison de santé, le seul professionnel qui n'est pas professionnel de santé reconnu par le Code de la santé publique est une psychologue. Mais là, vraiment, il y a une tolérance de la part, je pense, de toutes les ARS de France sur le fait que les psychologues cliniciennes puissent intégrer les maisons de santé dans le projet de santé. Mais par exemple, elle n'est pas associée de la CISA. Quant au système d'information, c'était un truc tout bête. C'était le fait que pour bénéficier des NMR, il faut avoir un système d'information partagé au moins entre médecins. Ça nous a déjà permis, nous médecins qui venions de 2 cabinets différents, déjà de partager forcément les mêmes systèmes d'information. Ensuite, la volonté de faire venir les autres professionnels de santé, elle s'est faite parce qu'au fur et à mesure de nos réunions de concertation pluriprofessionnelle, on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas du tout les mêmes informations et donc qu'il y avait une nécessité d'un partage ou au moins d'une communication sécurisée en dehors de la boîte mail, du texto, pour partager les informations. Donc là, pour l'instant, il y a quelques professionnels qui se sont formés pour utiliser notre logiciel partagé et on ne s'est pas encore posé la question de comment définir qui a le droit à quoi, comment on l'utilise, comment on l'ouvre. Vraiment, les médecins utilisent le système d'information en entier, tous les éléments du système d'information, que ce soit pour la prescription, pour le dossier médical, l'antécédent ou la communication entre médecins. Mais les professionnels de santé n'ont qu'un accès de coordination. Ils peuvent accéder au dossier, mettre des mots, mais pas plus pour l'instant, et communiquer avec nous. Donc c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qu'il faut, je pense, laisser le temps aux professionnels de l'équipe de se saisir du besoin et ensuite de leur proposer la solution. En fait, il faut que la solution ne doit répondre qu'à une attente et ne pas forcément forcer les choses. Parce que là, dans ce cas-là, les gens ne l'utilisent pas. Et c'est dommage de payer pour des gens qui ne l'utilisent pas. Alors, là aussi, je pense qu'il faut le réévaluer. C'est quelque chose qui se réévalue, notamment à la lumière des projets qu'on met en place. Je prends un exemple, on a mis en place une délégation de la responsabilité vaccinale aux infirmières. Donc dans ce protocole, il fallait que les infirmières, on s'est aperçu qu'en fait, dans le dossier, elles n'avaient pas accès à la rubrique vaccin, en fait. Et donc, du coup, discussion pluriprofessionnelle, on a contacté l'informaticien pour qu'il donne accès à ça. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui se réévalue et qui doit être concomitant avec les réflexions sur les projets qui sont mis en place au sein de la structure ou de l'équipe, quoi. Sur les ESP on n'a pas le financement dans le cadre des CISA pour bénéficier d'un système d'information. Donc du coup, en fait, on utilise le papier et une gestionnaire de cas qui en fait s'en occupe et qui fait le lien en fait entre nous au niveau du papier pour éviter en fait d'utiliser des trucs comme Google qui sont pas forcément sécurisés. Mais c'est vrai qu'en fait sur l'aspect vaccination, ce qui était important, c'est un des premiers trucs qu'on a mis en place, c'est pouvoir partager en fait lorsque tu fais la vaccination antigrippale pour savoir en fait si les infirmières vaccinaient vraiment ou pas les personnes, parce que c'est des éléments qu'on ne sait pas. Donc du coup en fait on a mis en place une sorte de fiche, de tableau commun qui nous permet en fait de savoir qui est vacciné ou pas, et du coup on a une personne qui le rentre de façon régulière dans le logiciel médical pour me prévenir que les personnes sont vaccinées. Mais c'est vrai que oui, il faut développer des outils informatiques. Je pense que le plus important, c'est, vu la complexité des outils, c'est surtout développer l'interopérabilité entre les outils.
parce qu'en fait c'est actuellement le seul truc qui bloque, c'est-à-dire qu'on a tous des outils différents, on est tous habitués à son outil. Si on arrive à développer l'interopérabilité, ça sera déjà pas mal, et ça évitera justement en fait de créer un logiciel commun pour les diriger tous, mais plutôt plusieurs logiciels différents. Alors, j'ai une dernière question rapide. Ouais. Moi, j'avais une remarque sur ce que tu disais, Jaco, sur la gestion des patients et du temps de travail, et au sens plus large, en fait, c'est d'apprendre aux patients, d'essayer de travailler avec les patients sur le parcours de soins et sur comment, pas nous être disponibles tout le temps pour eux, mais leur apprendre à avoir le bon interlocuteur aussi et une réponse à un problème, quoi. Et donc c'était pas à la même échelle que toi, mais j'ai dû reprendre aussi certaines choses sur le temps de travail, sur expliquer aux gens comment le cabinet fonctionnait. Et j'avais une fois, c'est venu comme ça, et ça avait fait mouche. J'avais dit à un patient, en fait, je serais un bon médecin pour vous si je vous apprends à vous passer de moi, quoi. Et à pouvoir. Alors ça m'est venu parce que c'est ce que je dis à mes filles, et donc je leur ai dit, voilà, le truc c'est si vous êtes dépendant, si je réponds à chaque sollicitation, vous allez être dépendant de moi, et le jour où je suis pas là, vous êtes dans la merde, quoi. Voilà, donc du coup je le réutilise maintenant et ça marche bien, et ils comprennent bien en fait comme ça. Et l'autre chose, oui, c'était sur les usagers et les patients. Du coup, est-ce que vous avez plutôt que des commissions d'usagers, est-ce que vous avez des patients experts, ou vous avez utilisé cette chose-là dans votre organisation? Alors, c'est très intéressant. On peut prendre 1 minute, mais je pense pas que ça se résume en 1 minute. Non, enfin, pas dans le centre de santé. Il y a d'autres projets à la fac, pour mon activité à la fac, mais c'est pas l'objet ici, mais dans le centre de santé, non, pour le moment, on n'a pas de patients experts. Vous savez, parce que je sais que ça existe, mais c'est mis en place en pratique, parce que je trouvais que c'était une très bonne idée, que ça, à mon avis, c'est oui, très pertinent, à mon avis, pour les... Vraiment rapide. Hein. Alors juste, je te conseillerais, ou je pourrais te donner les contacts d'une équipe qui c'est à Chambéry-le-Haut, qui est dans un quartier prioritaire de la ville, où là, ils ont vraiment impliqué les patients dès le début de la construction du projet, et où ils font appel régulièrement à eux, parce que dans ce genre de quartier, si des fois tu ne te fais pas aider de la population, en fait, les professionnels de santé ne sont pas intégrés dans le quartier. Je pense que ça répond à une problématique de prise en charge globale. Il y a aussi, à côté de Paris, au Muro, à Suresnes, pardon. Suresnes, ah oui. Alors, les Francs-Moisins à Saint-Denis, centre de santé communautaire, avec maison de santé, etc. Le Poitiers, centre de santé qui a été créé par les habitants du quartier. Suresnes, maison de santé créée à l'initiative des habitants de la commune. Donc que ce soit libéral ou centre de santé, il y a des expériences en France d'usagers qui vont même jusqu'à eux-mêmes créer leur structure, quoi. Ok. Alors vraiment très très courte ta question, s'il te plaît. Ça va être court. Je voulais savoir si est-ce qu'on peut communiquer des informations avec les pharmaciens dans le logiciel partagé, enfin dans le système d'information? Alors oui, notre pharmacienne a été une des professionnelles qui s'est formée, mais en son nom propre, pas au nom de la société de la pharmacie. C'est Madame B, pharmacienne en son nom propre de professionnelle, qui a son accès à elle. Et donc, elle peut accéder et, par exemple, mettre les vaccinations qu'elle a faites, puisque en Rhône-Alpes, où je suis, maintenant, les pharmaciens peuvent vacciner. Excuse-moi, c'est juste, mon interrogation, c'est de pouvoir avoir un dossier d'interaction médicamenteuse. Enfin, ça serait quand même intéressant de pouvoir... que le pharmacien il ait notion des allergies et de ces choses-là, qu'on puisse se partager ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, en tout cas Est-ce que je peux répondre à... Je peux juste... J'ai pas entendu d'où ça... Je peux répondre à Virginie, je crois. Après, on arrête. Oui. On finit ce sujet-là. C'est juste parce qu'il y a un projet sur le plateau de Millevaches. Il y a un pharmacien qui s'appelle Antoine Priou et qui a monté une start-up et qui travaille sur ces projets-là de communication entre les pharmaciens et les médecins.
Et alors, vous en avez entendu parler, vous. Et donc, il travaille avec les maisons de santé du plateau de Millevaches et il essaie de monter un logiciel pour intégrer ce genre de données et qu'il y ait ce genre de communication. Enfin, c'est pile son projet, quoi. Antoine Priou. Je pense qu'il y a la question parce qu'il y a le dossier médical, dossier pharmaceutique, qui est une structure que les pharmaciens ont et qui marche pas mal, qu'ils ont développé entre eux. Je revenais sur l'aspect interopérabilité. Je pense que c'est important parce que les outils existent en fait en soi, mais c'est surtout en fait la connexion entre nos outils à nous, les outils des pharmaciens, les autres outils qui existent. Et peut-être c'est ça qu'il faut développer en fait dans ta demande, Virginie, c'est vraiment peut-être développer l'interopérabilité. Parce que le dossier pharmaceutique, pour l'avoir vu, il marche très très bien au niveau des interactions et d'autres éléments, donc voilà, ça peut être une option. Et du coup, c'est pas notre système d'information ? Non, c'est propre à eux, mais du coup ça peut être bien qu'il y ait peut-être une interopérabilité, c'est quelque chose à développer. Désolée, moi aussi j'ai envie de connaître vos questions, mais c'est pas possible. Donc on prolongera la discussion plus tard. Et donc pour résumer, on vous propose de vous lancer un peu en pluripro. Sur une ou deux missions, vous pouvez vous constituer en équipe de soins primaires. Si par contre, vous voulez vous lancer beaucoup en pluripro, avec des missions plus larges, avec un partage d'informations, une organisation entre professionnels, créer une maison de santé ou intégrer un centre de santé. Et si vous voulez vous lancer passionnément, que vous êtes déjà en maison de santé, que vous êtes déjà en équipe de soins primaires et que vous avez envie d'élargir un petit peu vos champs d'action, vous pouvez vous constituer en CPTS. Et surtout, rencontrez-vous, parlez, partez de ce qui existe déjà sur le terrain, de vos problématiques. En fait, quand on part d'un problème, on se rend compte que les autres professionnels rencontrent aussi, c'est toujours motivant et puis c'est plus facile après à mettre en place. Donc n'hésitez pas à inventer des nouvelles choses pour faciliter la prise en charge des patients. Voilà. Ok. Aline, je te remercie pour l'atelier. Je remercie les trois intervenants et on a vu qu'ils étaient originaires de trois milieux différents pour caricaturer la montagne, le milieu rural et la banlieue. Donc trois zones d'exercice complètement différentes, tout l'exercice coordonné. Oui, essayez de remettre les gens dans les bonnes cases. Et donc trois exercices coordonnés qui sont possibles dans des milieux complètement différents. Alors je voulais juste pour vous faire réfléchir un peu après, bon alors là ça n'engage que moi, mais pour moi l'exercice coordonné, en tout cas le travail pluriprofessionnel, c'est un petit peu ce que l'agriculture biologique est au milieu de l'agriculture. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire que l'agriculture biologique ne va jamais pouvoir nourrir toute la planète. Mais pourtant, les scientifiques, ils ont réussi à prouver que c'était possible sous deux conditions. Éviter le gaspillage et manger moins de viande. Alors je vous laisse faire le parallèle et trouver ce qui est manger moins de viande et éviter le gaspillage. Voilà. Vous avez le droit d'aller en pause jusqu'à 11h où on se retrouve ici pour le journal, le grand petit journal. On va récupérer les cartons aussi. Oh pardon, 11h30. Ah oui, du coup, on avait encore... Bah oui, désolé, moi j'étais restée sur... Sur votre conclusion, vous avez dit créer une MSP ou intégrer un centre de santé ou créer un centre de santé. Oui. Il y a entre 20 et 30 centres de santé qui se créent tous les ans en France. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué la notion d'une infirmière d'orientation. Est-ce que vous pourriez développer ? C'est dans le cadre d'une convention entre la PHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et le centre municipal de santé de Gennevilliers, qui a signé une convention de coopération ville-hôpital. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a notamment une infirmière d'orientation qui oriente en fait les gens, peut-être au lieu d'aller aux urgences, aller au centre de santé de Gennevilliers. Au lieu d'aller au centre de santé, là ça va plutôt relever de l'hôpital. Enfin, il y a une infirmière qui est dédiée à ça, dans le cadre de cette convention. Donc c'est expérimental hein, pour le moment, mais il faudra suivre. La convention a été signée cet été, et donc on attend les résultats. Oui, donc c'est uniquement entre l'hôpital et... Oui. D'accord. Oui, oui. Il n'y a plus de questions ?
d'abord. Alors moi j'ai une petite question par rapport au DMP, le dossier médical partagé, parce que depuis un mois sur notre logiciel Axis Santé, on a enfin une mise à jour où il peut être intégré directement dans le logiciel. C'est quelque chose qui existe quand même déjà depuis une dizaine d'années, qui justement pourrait permettre, comme disait Jaco, l'interopérabilité entre les différents logiciels, si c'est fait de manière automatisée. Donc je voudrais savoir si vous en sauriez un petit peu plus sur l'avenir du DMP, ce qu'il en est exactement, l'élargissement, un peu tout ça. Alors moi je ne veux pas te parler de l'avenir d'un point de vue politique ou un truc comme ça, c'est pas mon rôle, mais par contre de qu'est-ce qu'on peut en faire. Le DMP c'est surtout pour mettre une synthèse de ton patient, des informations de ton patient. Mais ça n'ira jamais aussi loin, je pense, que les propres logiciels que tu as, sinon on va faire exploser les serveurs de l'assurance maladie qui a décidé de prendre en charge le DMP. Je pense qu'il faut vraiment considérer le DMP comme ce que tous les patients pensent qu'ils ont déjà, c'est-à-dire une carte vitale où ils ont vraiment une synthèse des informations médicales sur leur carte vitale. Ce qui n'est pas vrai, parce que vous vous rendez compte que quand vous utilisez la carte vitale pour récupérer les informations, vous avez le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance et peut-être maintenant l'adresse. Par exemple, la vaccination, l'infirmière peut bien l'intégrer dessus parce qu'on a la date de la vaccination avec tel vaccin, le numéro de dos, et nous on peut le récupérer. C'est pas forcément le rôle du DMP sur la vaccination. Après, par exemple, sur les vaccins, essayez de pousser sur des logiciels où les patients peuvent être autonomes et responsables de leur vaccin, avec mesvaccins.net, par exemple, où ils ont leur carnet de santé en ligne, où ils peuvent remplir eux-mêmes leur vaccin. Nous aussi, professionnels de santé, on peut avoir à leur carnet de vaccination pour intégrer les vaccins qu'on a fait. Comme dit Julie, il faut aussi aller sur une évolution de la prise en charge des patients avec une responsabilisation de leur santé. C'est parce que ça a un lien, juste vite fait. J'ai appris qu'il y avait une expérimentation là en Rhône-Alpes sur un truc informatique qui est CISRA. Et est-ce que ça va être le futur super DMP? Ça va manger le DMP ou quand ça va être généralisé? Donc le CISRA, c'est une évolution de Zepra, qui était le zéro papier en Rhône-Alpes. En fait, c'est juste une messagerie sécurisée entre les hôpitaux et les médecins, et qui se veut en effet une petite partie du DMP. Ce qui me permet d'avoir tous les matins, j'ouvre mon logiciel, il y a le login CISRA qui s'ouvre aussi, et je récupère tous les courriers des hôpitaux qui mettent les informations de mes patients sur le CISRA. Comme ça, j'intègre directement les courriers sans les scanner, sans attendre qu'ils arrivent 5 jours après par papier, ce qu'ils font toujours parce qu'ils pensent que pas tous les médecins sont sous CISRA. J'ai testé la messagerie interne, parce que c'est aussi ça, c'est aussi de pouvoir contacter les professionnels qui sont de la région Rhône-Alpes, mais je pense qu'il n'y a personne au bout. La seule personne qui m'a répondu, c'est une dermato de ville. J'ai voulu contacter l'hôpital comme ça, ou même un autre cardiologue de ville. Finalement, je suis revenue à la bonne vieille méthode de imprimer mon courrier, le mettre dans une enveloppe, le envoyer, et il m'a répondu par courrier. Je voulais vous demander ce qu'en était de la pérennité des projets de soins. Par exemple, je fais venir une psychologue, on arrive à mettre un projet, et puis au bout de 2 ans, l'ARS dit il n'y a plus de financement parce que c'est plus la priorité. Comment ça se passe dans vos cas particuliers, par exemple sur l'obésité, sur la nutrition, sur l'infirmière coordinatrice, des choses comme ça? Alors, sur le projet de santé qui avait lieu l'année dernière, on a eu le financement pour 1 an. Et c'est vrai que sur le projet de santé sur la prévention de l'obésité de l'enfant, le budget il avait été fait pour 1 an, et au bout d'1 an, on a vu que ça marchait tout doucement. Il n'y avait que 3 écoles qui avaient accepté que la diététicienne ou l'éducateur sportif rentre, et plein d'autres écoles qui disaient mais nous on veut aussi le faire. Et donc là se pose la question de comment financer le projet pour la prochaine année. Donc on a des réserves financières, parce que pareil, le FIR, qu'on a eu 50 000 € au début, on n'a pas tout utilisé. Donc au cas où je lui ai dit, de toute façon il y a toujours ça, mais c'est pas pérenne, c'est pas solide. Donc elle a redemandé un financement à la CEPAM qui a dit niet. Cette année, c'est pas parmi nos priorités. Donc on a fait OK. De relancer un dossier FIR et tout, bref, on s'est dit à un moment donné, c'est plus à nous de faire ça. Là, d'ici la fin de l'année, on embauche une coordinatrice de soins, de projet plutôt, une coordinatrice de projet, dont sa mission est de nous monter des projets
de nous monter des financements pour ce genre de projet. Elle est ici de... cette personne, on la connaît bien parce que c'était la personne qui nous a monté le projet financier de la construction de la maison de santé au sein de la communauté de communes. Donc elle sait où taper pour avoir de l'argent. Et genre, quand on fait la première réunion avec elle, elle nous demande, mais vous connaissez la conférence des financeurs et vous êtes allé chercher dans les fondations pour aller trouver de l'argent, enfin tout ça. Et on fait, non, faut faire quoi? Bah des dossiers. Encore quoi. Donc bref, je pense que quand tu veux te lancer dans un projet où tu es un peu artisanal au départ, bah vas-y. Puis finalement, tu verras qu'il faut quand même se faire aider par d'autres professionnels. La pérennité, elle dépend effectivement du financement, elle peut dépendre aussi des professionnels. Par exemple, nous, quand on a mis en place notre protocole vaccination, donc on a formé les infirmières qui avaient donc la responsabilité du calendrier vaccinal. Et puis, y a un certain nombre d'infirmières qui sont parties, soit à la retraite, soit changer de région, etc. Et du coup, on s'est retrouvé avec, on n'avait plus assez d'infirmières formées. Donc, il a fallu, on a mis le projet en jachère, et puis on va le reprendre. Là, on va reprendre les formations pour les nouvelles infirmières. Maintenant que l'équipe infirmière s'est restabilisée, on va reprendre des formations et on va remettre en place le programme, quoi. Donc ça dépend pas que du financement, ça peut dépendre aussi de modifications dans l'équipe, quoi. J'aimerais bien revenir sur la rédaction du projet de soins, en fait. Dans notre réflexion avec Elodie, en fait, on a rencontré des gens, on a pris des témoignages, et donc j'ai appris qu'il y avait une personne qui s'était fait, pour la rédaction de son projet de santé, avait contacté l'ARS, et l'ARS leur a envoyé un organisme qui s'appelle Décision Publique, donc avec un chargé de mission. Donc les professionnels de santé se réunissaient tous les 2 à 3 mois avec leurs objectifs et un fil rouge. Et en fait, c'est le chargé de mission qui était chargé de rédiger, de les réorienter quand ils partaient un peu dans tous les sens. Et notre professionnel m'a dit que c'était vraiment très intéressant parce que finalement, eux n'ont rien rédigé. Ils devaient juste discuter entre eux, poser les problématiques. Alors, est-ce que vous connaissez cet organisme qui peut nous aider à... Parce que rédiger un projet de santé, ça fait peur quand même, c'est lourd, c'est... Non, je pense que ça dépend de chaque ARS. Ce nom-là, je ne le connais pas dans ma région. En 2011-2012, quand on a lancé le projet, en fait, on n'avait que des opportunistes commerciaux qui nous proposaient ce genre de choses, et donc des gens qui ne connaissaient pas trop ce genre de projet. Et que donc ça ne correspondait pas à notre attente de professionnels, et avec une frayeur des autres professionnels aussi de faire intégrer des commerciaux, quitte à être payés. Il y avait une petite peur en fait, donc ça leur allait bien que je puisse le faire. Mais c'est vrai que maintenant je ne peux plus, et que pour cela on a en effet des professionnels qu'on peut financer, et les FIR peuvent financer ça par exemple. C'est vraiment l'objectif des FIR. Un des objectifs des FIR quand on monte une équipe. Et pour ça, c'est pas sans faire de promotion pour le Paris des Centres, vous en avez deux qui peuvent vous répondre à ce genre de questions, que sont Espage, Facilimed et Filiéris. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, en tout cas, merci pour votre présentation. C'était très clair. Vous aurez pu partir sur des textes de loi rébarbatifs. Vous aurez pu nous faire un tableau très techno entre l'ESP et la CPTS. Et même les textes de loi, pour les avoir lus, n'auraient pas répondu à un item que vous avez cité, c'est la concurrence sur un territoire. Ça, c'est pertinent ce que vous avez dit. Parce qu'imaginez qu'il y a déjà une CISA ou un ESP sur un territoire. Est-ce que l'ARS risque de dire à un autre porteur de projet, désolé, il y a déjà une équipe plus dynamique que vous, plus ancienne que vous, et nous, on voudrait bien en mettre sur tous les territoires, on ne va pas vous financer. Est-ce que vous pensez, d'après votre expérience, que ça puisse arriver ? Non, parce qu'on est à des maisons de santé, celle la plus proche de chez nous, elle est à 13 km. Elle a été montée par l'hôpital et voilà. L'autre, après, elle est plus loin. C'est dans une même ville. Quand on construit le projet de santé et que ça répond aux besoins du bassin de population, là, on construit qu'un projet de santé, donc qu'une équipe. Et de toute façon, il y a une validation qui se fait au sein des ARS au niveau des espaces de concertation pluriprofessionnels, où il faut qu'on dépose notre dossier, parce que notre dossier, c'est bien beau de l'écrire, mais en fait, il y a des gens qui le valident, où sont réunis
des représentants des ARS, des URPS, de la Fédération des maisons de santé, du CNOM, de tous les professionnels, hein, pas forcément que des médecins. Et c'est eux qui valident ou pas les projets. Mais à ma connaissance, il n'y a aucune directive donnée par les ARS de dire on limite le nombre de projets financés. Après... Du coup, c'est moi. Non, l'idée, c'est justement pas de se choisir. De toute façon, on a une vraie problématique d'accès aux soins sur le territoire de façon globale. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de choisir, c'est plutôt qu'il y ait une cohérence. Vous l'aviez dit à un moment, en fait, là, on passe de patientèle à une vision territoriale, en fait. C'est-à-dire que, globalement, il y a des acteurs sur le territoire qui couvrent un bassin de vie en fonction du territoire. Et du coup, on doit tous travailler ensemble pour essayer de répondre à la problématique de l'accès aux soins sur le territoire. Donc ça implique de fait une absence de compétition, parce qu'il faut qu'on arrive tous à s'organiser. Donc c'est pas simple, il faut discuter, des fois on n'est pas d'accord, et il y a des personnes qui participent pas au projet. Mais sur des projets cohérents, on voit souvent, et il y a beaucoup d'études qui le montrent, les maisons de santé ont tendance à plutôt fédérer en fait, et être des sources de coordination en fait, qui passent avec d'autres professionnels de santé, et qui permettent de travailler ensemble. Parce que du coup les gens viennent, discutent, et en fait, finalement, ça permet de discuter tous ensemble et d'avancer ensemble. J'avais juste une petite question. J'ai entendu dire, parce que normalement, les CPTS et les ESP, donc ce sont des projets volontaires. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que si dans un territoire, il n'y avait pas d'ESP ou de CPTS, l'ARS pouvait obliger les professionnels à en créer une. Est-ce que vrai ou pas vrai? Alors, c'est totalement faux. Il y a deux trucs qui sont fondamentaux, c'est que pour l'accès aux soins, de toute façon, il faut les professionnels de santé de terrain, des élus et une ARS. Donc du coup, en fait, si on ne respecte pas cet ensemble, on crée des structures vides comme les maisons de santé qui sont vides et qui sont dues au fait qu'on a juste voulu créer des murs et qu'on n'a pas avancé. Donc non, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les acteurs de terrain. C'est pour ça qu'il y a un vrai... Et c'est intéressant votre atelier pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous l'avez dit, on n'a pas mis de texte de loi. Parce qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est le projet des professionnels initialement. Et ensuite, après, c'est peut-être à l'ARS d'essayer de faire en sorte que ça rentre dans une case. C'est plutôt l'inverse. En fait, c'est vraiment ce côté-là qui est important. Et c'est pour ça que, non, il n'y a pas le souhait, entre guillemets, de forcer des projets. S'il n'y a pas de nécessité de projet, et Yannick l'a dit, c'est aussi à la fois un aspect financier, mais aussi un aspect d'hommes et de femmes qui se rencontrent, qui connectent. Enfin, c'est votre cas tous les deux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des leaders ou des personnes qui portent le projet, on sait bien qu'on aura beau forcer dans tous les sens, ça n'avancera pas. Donc il faut créer cet espace de discussion, créer ces possibilités de rencontre. Je crois qu'il y a Urbrez qui crée des speed dating pour rencontrer entre les médecins et les remplaçants. Ça se crée comme ça en fait, c'est comme ça qu'on crée des choses et il faut l'accompagner. C'est surtout ça qui est le plus important. Non, pas à ma connaissance. En fait, je crois, non. Ok, vous avez le droit d'aller boire un café.